Et bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Le sommeil brille sur Héliopolis. Salut, je vous laisse le générique cette fois. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous laisse parler vite fait, dire bonjour. Bonsoir le chat. On va vérifier quand même les micros, histoire de... Bonsoir la France même. La France entière. La France entière vous regarde, mesdames. Donc bonjour et bienvenue sur Héliocast, 2e édition. Ce soir, nous allons donc parler de design de service avec ni plus ni moins que Manon, qui est ici présente. Salut Manon, est-ce que ça va? Bah ça va nickel. Ça va nickel. Un peu stressée, mais... Ah t'inquiète, ça va aller, ça va le faire. Et avec nous ce soir, nous avons toujours notre sublime chroniqueuse Hathor. N'en fais pas trop. Ah si, quand même. Hathor qui est donc notre designer tout-terrain, brodeuse de luxe. C'était un peu ta petite spécialité. Tout à fait. Mais tu fais plein de choses, touche à tout. Donc on reviendra dessus pour la Super Tech tout à l'heure. Et nous avons aussi avec nous Blandine. Coucou Blandine, ça va? Bah écoute, oui. Ça a l'air. Oui, En forme. Blandine qui est aussi designer graphique spécialisée dans le packaging. Et comme j'ai dit la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, Blandine nous a fait un petit coworking virtuel qui rassemble plus de 300 personnes maintenant. J'allais dire quasi, mais c'est plus de 300 Alors, personnes. actif, je sais pas si on est tout le temps 300, On mais... n'est pas tout le temps 300, mais quand même. Ouais, il y a 300 personnes qui ont été... 300 et quelques personnes sur ce crew. Et donc, coucou à vous tous sur le chat. Je vois vos petits messages. Bonjour à tous les petits nouveaux qui arrivent. C'est trop cool de voir des petits nouveaux. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, on va vous parler un petit peu de l'émission. Donc, Héliocast, c'est une émission qui a pour but de vulgariser les métiers qui touchent au design, à la création et aux métiers d'art. Donc, le but, ça va être de rendre le plus accessible possible tous ces métiers. Et à chaque émission, on va vous présenter un invité et un thème, et on va essayer de vous parler de tout ça. Le but, c'est que vous puissiez nous poser des questions. Donc, si vous avez la moindre question pendant l'émission, eh ben, vous n'hésitez pas, vous nous dites s'il y a des choses que vous comprenez pas. En fait, on est là pour essayer de tout vous expliquer le plus simplement possible. Donc ça, c'est pour la partie chat. Et du coup, aujourd'hui, Manon est avec nous. Vous l'avez peut-être jamais vue, et pourtant, elle œuvre au quotidien pour vous faciliter la vie ou pour innover sur des choses que vous voyez au quotidien. Donc voilà, donc on va parler de design de service. Et donc déjà, j'avais une petite question. Est-ce que dans le chat, vous connaissez le design de service? Si les modératrices sont là, vous pouvez faire un petit sondage sur les gens qui connaissent ou non le design de service, ce serait top. Je rappelle la commande, c'est un petit / PO2L. Je rappelle la commande, on ne sait jamais. Donc je vais voir si vous pouvez faire ça. Si ça marche pas, ben on fera la prochaine fois, mais on va essayer de mettre en place les petits sondages. Comme ça vous fait participer et nous on peut en savoir un petit peu plus sur vous. Donc voilà. N'hésitez pas à follow aussi et à sub si ça vous dit, ce serait top. Et puis on va commencer de parler de design de service. Donc pour présenter rapidement Manon, tu es une amoureuse de design et de l'humain. C'est vraiment le truc principal. Et toi, en fait, tu questionnes les usages de la ville. Donc toi, tu es vraiment spécialisée dans la ville pour répondre à des problèmes ou à des besoins que vous, dans le chat, vous rencontrez au quotidien. Donc on va parler de design de service, de vivre ensemble, pardon. Et évidemment, ça va être super chouette. Donc voilà. Pour en dire un petit peu plus sur toi, tu as travaillé au Tuba à Lyon, qui est un centre d'innovation urbaine. On reviendra un petit peu dessus après. Et aujourd'hui, tu travailles pour la métropole de Lyon en tant que designer de service. Donc bravo, parce que la métropole de Lyon, c'est quand même pas un petit truc. Donc bravo pour ça. Est-ce que cette présentation déjà te semble juste? Eh ben, c'est parfaitement parfait. Oh, nickel. C'est magnifique, c'est limpide, on adore. Parfait. Le décor est fou. Merci dans le chat. Vous avez des commentaires trop mignons. Vous êtes super cute. On va commencer du coup l'émission par une question qui est peut-être la plus simple, mais où la réponse va pas être la plus simple. Ça va être est-ce que tu peux expliquer de manière accessible ce qu'est le design de service et à quoi ça sert finalement? Ouais. Eh ben, effectivement, c'est pas la question la plus simple, mais je pense que c'est la question qu'on me pose
presque toutes les semaines, que ce soit Tu fais quoi dans la vie? contexte pro ou perso. Ouais, et après, tu fais quoi dans la vie, c'est ok, mais du coup, ça veut dire quoi, cette espèce de terme étrange? Parce que déjà, le terme designer, c'est pas quelque chose qui est connu de tous. Ouais, on a un peu du mal. Il y en a beaucoup qui le mettent en lien, à la limite, avec le design graphique, vu que c'est quelque chose de visuel. Mais déjà, c'est pas forcément non plus... et puis, c'est peut-être un des designs duquel on parle le plus, en fait. Enfin, qu'on vulgarise le plus, qu'on explique le plus. Mobilier aussi. Mais parce qu'il est visuel. T'as Souvent, quand on quand même. design, on voit Le mobilier. produit. Oui, mais en fait, c'est tellement plus dans la vie courante que, je sais pas, je trouve que le design de graphique est vraiment identifié très facilement. On l'appelle beaucoup graphisme, en fait. Oui, c'est c'est ça le ça. truc. C'est ça. Par contre, t'as pas forcément la différence entre design graphique, graphisme, illustration, mais ça fait quand même partie d'un repère commun. Là où le stéréotype de la chaise, j'en rigole beaucoup souvent avec les gens parce qu'ils disent un designer il fait des chaises et des lampes. Merci Philippe Stark et la plupart des expositions de design. Et du coup, le design de service, c'est pas ça. Spoiler alerte. Tu l'avais expliqué un petit peu la dernière fois, mais l'idée, c'est d'accompagner la création de services. Donc, que ce soit des services digitaux, donc numériques, ou des services physiques. Et ce qu'on appelle service, c'est tout ce avec quoi on a une interaction. Donc, même quand on va, je sais pas, à la CAF ou aux impôts, il y a du design de service parce qu'on a une interaction, par exemple, avec une borne, avec l'agent d'accueil, avec un parcours. Et donc, c'est vraiment comment on accompagne toute cette expérience avec un objet, avec un service, avec un lieu, avec des personnes. Donc ça, c'est le chapeau global. Et ce qui est assez marrant, c'est que récemment, je me suis rendu compte que pour l'exemplarifier, c'est ma petite cousine qui m'a demandé de lui présenter très facilement ce que c'était. Et je lui disais, c'est comprendre ce que font les gens et ce dont ils ont besoin. Est-ce que tu as besoin, je sais pas, d'un espace d'attente? Est-ce que tu as besoin de louer facilement une voiture? Et en fait, c'est en lien avec tout ce que tu disais dans ton quotidien et dans la ville. Ça peut être l'énergie, la santé, l'éducation, la mobilité. C'est vraiment très, très transverse. Et en fait, tout ce qu'on utilise dans la ville, que ce soit un bus, une gare, un banc, un service public, il y a du design de service en fait. C'est derrière. hyper multiple. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est un design qui est complètement invisible dans nos œils au quotidien, alors qu'en fait c'est clairement partout. Donc c'est ça qui est assez fou. On a eu le sondage, c'est en train de finir. Et effectivement, il y a 70% de personnes qui ne connaissent pas le design de service. Donc ça tombe bien, vous allez pouvoir un peu découvrir tout ça. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que ton métier se rapproche de l'expérience utilisateur? Parce qu'on en parle beaucoup dans le digital, mais finalement, l'expérience utilisateur, c'est pas que ça. Ouais, c'est ça. Elle est drôle cette question parce que tout à l'heure justement, je parlais de ça et en fait on me disait mais le design de service c'est l'UX de la vraie vie. L'UX c'est justement tout ce qu'il va y avoir parcours utilisateur, qu'on va utiliser une application, comment on rentre dans l'application, quelles étapes on fait, quelles fonctionnalités on touche et en fait au final le design de service, certes, il peut y avoir ce côté UX, mais il y a le côté vraie vie de je vais, je veux me déplacer dans la ville. Ma problématique, ça va être comment je facilite les déplacements en ville. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe pour m'orienter? Je vais avoir les transports en commun, ok, mais les transports en commun, comment je sais qu'ils existent? Est-ce que c'est par les arrêts de bus? Est-ce que c'est par de la communication que je vois dans la ville, de la signalétique? Une fois que je vois le transport en commun, pareil, comment je prends mes billets pour aller dans le transport. Donc, c'est vraiment toute la chaîne utilisateur, mais du début à la fin. Ouais. Ok. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des moments qui vous paraissent un peu plus compliqués à expliquer, à comprendre. Et on vous expliquera, peut-être mieux dans ce sens-là. Donc ouais, pour ça, c'est vrai que le truc de l'expérience utilisateur, on en avait parlé ensemble. Et c'est vrai qu'on le met beaucoup pour le digital, alors que dès que effectivement tu as une interaction avec quelque chose, finalement, l'utilisateur a une expérience. Et du coup, j'adore l'expérience utilisateur dans le digital, mais c'est vrai que du coup ça a un petit peu enlevé le côté réel du truc, parce que maintenant tout le monde pense que c'est que digital. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais ça vachement bien que tu viennes nous présenter ça aujourd'hui. Et en préparant l'émission, on parlait notamment des gares.
on s'est dit que ça serait un bon exemple, surtout pour vous, parce que tout le monde a déjà utilisé une gare, que ce soit une fois dans sa vie ou que ce soit au quotidien. Et finalement, dans les gares, il y a quand même le design de service est très 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 présent. On s'en rend pas forcément compte. Et du coup, est-ce que on peut voir un petit peu ensemble, que tu peux nous dire par exemple des exemples de comment le design de service peut intervenir justement dans une gare? Ouais. Bah, à savoir que le design de service, là, il y a l'exemple de la gare, mais en fait, il y a de plus en plus de designers de services qui sont intégrés dans les entreprises. Donc, qui sont dans les entreprises, même d'énergie, de mobilité, enfin, et ils ont, ouais, faut que je m'approche un peu. Ils ont des designers de services en interne, et le but, c'est d'arriver à comprendre les comportements, les pratiques des usagers, des bénéficiaires du service, pour être vraiment au plus près de leurs besoins. Et donc la gare, moi je trouvais que c'était un exemple qui était assez facile à comprendre, parce qu'on a tous des problématiques liées au transport. À qui le dis-tu? C'est pas peu dire. C'est ça. On va pas aller sur le fait des trains à l'heure ou non, parce que là, je pense qu'un designer aurait un peu trop de travail pour régler ce souci. Mais rien que dans la gare, l'expérience de voyage, elle est très très différente selon les personnes qui y vont. En fait, il y a des personnes qui vont à la gare 1h30 en avance parce qu'ils ont peur de louper leur train. Moi. Coupable à fond. Et t'habites juste en face, Salomé? J'habite en face, mais je suis toujours 1 heure avant parce que j'ai trop peur qu'il se passe un truc sur la route, on sait jamais. De te faire écraser. Ouais, je sais pas, j'ai juste 2 minutes, mais j'ai toujours peur qu'il se passe un truc, ou imagine, je sais pas, t'as un accident, ou je sais pas, 1000 trucs à chaque fois. Ouais, et en fait, c'est exactement ça. Typiquement, l'expérience de la gare et du voyage, c'est une expérience d'inconfort. Il y a beaucoup de personnes que ça stresse. C'est comme les aéroports, c'est jamais des endroits qui sont hyper agréables, même si parfois l'architecture est magnifique. Bon, c'est pas le cas de la gare Pardieu pour le coup. Clairement pas. C'est du ça rajoute. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez de la gare de Pardieu à Lyon, si vous l'avez déjà emprunté. Je pense qu'on va avoir pas mal de réactions. Pire gare. Je crois qu'elle a été élue pire gare de France. C'est vrai? Ça m'étonne pas. Bah, en tout cas, elle était dans le top 3, il me semble. Et c'est vrai que bah, déjà, elle est esthétiquement pas super jolie. Ouais, il y a ça déjà. Et elle est beaucoup trop petite pour le nombre de personnes, ce qui fait que tu as l'impression justement d'être écrasée par les gens. Et donc tu as des personnes comme toi qui vont arriver 1h30 en avance et qui vont avoir des problématiques. Et le but du designer, ça va être de cerner quels sont les profils de personnes dans la gare. Donc ceux qui arrivent tôt, quelles problématiques ils peuvent avoir? Bah, ils ont la problématique de l'attente. Ouais. Sauf que pareil, tu attends en étant, je sais pas, une personne âgée, bah tu as des besoins particuliers. Peut-être d'être dans un endroit un peu calme, un peu rassurant, avoir, je sais pas, des journaux à proximité. Si tu attends avec tes enfants, tu as d'autres problématiques qui sont, bah, tu te déplaces avec des valises, avec des poussettes. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça? Est-ce que c'est une bagagerie? Est-ce que c'est des espaces qui sont plus larges et plus accessibles? Et après, tu verras la personne qui va arriver bah, hyper dans le rush, à courir et à louper ses trains. Donc ça, pour le coup, ça va plutôt être moi qui loupe mes avions dernièrement. Beaucoup de gens qui courent à chaque fois dans la gare. Et là, tu vas avoir d'autres problématiques, en fait. Il y a les passions sont déchaînées dans le chat. Pour la gare Pardieu ouais, ou pour autre la chose? gare. Alors, il y a Elodie qui nous dit « Je suis donc une personne âgée ». Il n'y a pas de mal. Thomas qui nous dit ça c'est choisir entre la peste et le choléra. Marine qui nous dit l'enfer par Dieu, je vais à Perrache dès que je peux. Donc c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, si vous n'êtes pas de Lyon, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que du coup on parle d'une gare en particulier. Mais voilà, c'est vrai que vous êtes quand même majoritairement lyonnais, donc voilà, on a pris cet exemple-là parce qu'en plus elle est connue pour être mauvaise, mais c'est des exemples qui s'appliquent quand même à toutes les gares. Exactement. Et donc là, ta première phase, ça va être de comprendre justement quelles sont les personnes qui utilisent cette gare, de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de calme? Est-ce qu'ils ont besoin d'activité? Est-ce qu'ils ont besoin, je sais pas, de crèche pour leurs enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend le train régulièrement et qui a besoin de travailler, donc qui a besoin d'un espace qui est connecté, qui est calme, dans lequel tu peux faire des visios? Et du coup, tout ça, ça va être de l'observation où tu vas pouvoir ressortir des besoins et te dire par rapport à ces besoins, quelle serait la réponse la plus adéquate à mettre en place. Donc aujourd'hui, tu as des espaces dans la gare Pardieu, mais dans d'autres gares qui sont pensés en fait pour être des espaces de travail. De plus en plus, ils essayent de faire des gares lieux de vie où c'est pas juste une gare où tu te poses sur un banc et encore si tu as de la chance et que tu arrives relativement tôt et où tu te fais bousculer, etc. Mais que ce soit des espaces bah, où tu peux travailler, où tu peux avoir des commerces, etc. Bon,
là aujourd'hui on est à des phases où c'est quand même beaucoup des commerces, enfin, ça change un peu en supermarché, donc c'est pas forcément un lieu de vie, mais il y a quand même une réflexion qui est faite là-dessus en fait, sur vraiment les usages de la gare et qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement. Il y a Thomas qui nous dit besoin d'un piano pour montrer son skills aux autres. C'est vrai que dans toutes les gares maintenant il y a des pianos. Tellement. Il y a déjà pas assez de bruit. Des fois, ça fait du bien, mais c'est vrai que c'est un peu le contraste entre le brouhaha permanent et le piano est un peu particulier. Oui, les trois quarts du temps, ça fait Capharnaüm quand même. Hein. Ouais, c'est un peu. Puis t'as toujours les gamins qui veulent essayer, ils font n'importe quoi. Ça fatigue. Le gamin qui vient tapoter. Mais du coup, là, on a parlé des usages. Est-ce que la signalétique fait partie du design de service? Ouais, complètement. En fait, le design de service, ça, j'en ai pas parlé au tout début, mais en fait, c'est très global. Donc, ça peut prendre une part de design de produit, de design graphique, enfin, de design d'espace. C'est vraiment comment tu prends l'ensemble d'un contexte en compte. Et par exemple, la personne qui va être très pressée pour prendre son train, elle, sa grosse problématique, ça va être de s'orienter très, très rapidement et se dire, j'ai pas besoin de m'agglutiner devant un panneau d'affichage dans lequel il y a plein de monde et où j'ai pas de place, pour savoir facilement où est mon train. Donc, tu vas avoir un enjeu sur comment tu donnes l'information, comment tu la montres, quelle signalétique tu mets, est-ce que c'est une signalétique qui est fixe ou est-ce que c'est quelque chose de dynamique, est-ce que le traitement graphique, il est différent. Enfin, tu vois, on en parlait l'autre fois. Par exemple, la gare Pardieu, il y a 10 identités visuelles différentes. Il y a des couleurs différentes. On en parlait même pour ceux qui sont habitués à la gare Pardieu. Alors, on prend un exemple, mais ça pourrait être vraiment n'importe quelle gare. Dans la gare Pardieu, on a plusieurs signalétiques différentes et même le nom des sorties n'est pas le même. C'est-à-dire que une seule sortie dans cette gare peut s'appeler Pardieu-Villette ou Porte-Alpes. C'est la même sortie. Vous allez au même endroit, mais le nom de la sortie est différent. Ce qui fait que quand c'est la première fois que tu arrives dans cette gare, tu vois le nom des deux sorties, tu te dis ok, c'est pas la même sortie. Et du coup, on se perd très facilement, je trouve. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais parce qu'en fait, du coup, le design de service est ultra polyvalent. Parce qu'au final, ta réponse va vraiment s'adapter aux besoins. C'est là qu'on est vraiment sur pour moi, de l'ultra sur mesure. Parce que du coup, tu sais finalement tout faire et tu vas adapter ta réponse en fonction de ce qu'on a besoin de chercher. Ouais, c'est que tu as ce côté sur mesure dans le design de service. Après, ce qui est assez drôle ou pas, enfin, c'est drôle juste pour moi, mais voilà, c'est que très souvent, et je pense que vous en avez peut-être entendu parler, on dit que le design de service, c'est du design thinking. Genre, c'est une méthodologie. Ah, ouais. Et en gros, tu fais la méthodologie et c'est bon, tu as trouvé une solution géniale. Alors qu'en fait, le design de service, c'est le contre-pied. C'est se dire que tu as une problématique de base qui peut être le temps d'attente, mais c'est comment tu reposes des questions par rapport à ça et que tu fais des propositions, mais que tes propositions ne sont pas forcément les bonnes. En fait, le but, c'est de les tester au fur et à mesure. Tu itères. Exactement. Ouais, okay. C'est ça de ce que tu m'avais expliqué. En gros, dans le design de service, c'est vraiment des phases de test. On voit ce qui fonctionne pas. Et tu parlais de méthodologie, du coup, on va rebondir là-dessus. Toi, tu utilises beaucoup soit le jeu, soit les sondages pour rendre le plus accessible possible les sujets abordés. Est-ce que on peut faire un petit exemple rapide, un début d'exemple rapide, pour que les gens puissent mieux comprendre comment on va transformer une de ces études en début de solution. On avait prévu un petit truc là-dessus, donc je pense qu'on peut mettre ça en place doucement. On va vous faire participer dans le chat, on va vous poser des questions, donc soyez vifs. Je crois qu'ils sont vifs, non déjà, ils ont l'air assez réactifs. Ils sont assez réactifs. Okay. En tout cas, les personnes trouvent que tu expliques très bien. Donc écoute, merci. C'est trop bien. C'est adorable. Et n'hésitez pas, parce que parfois, je peux aussi m'emballer et partir dans des trucs un peu compliqués. Donc, T'inquiète. De toute façon, les gens, généralement, s'il y a un souci, ils nous le disent. Donc écoute, ça devrait aller. Ils me disent qu'ils sont prêts. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que tu avais prévu, ce que tu m'as dit, du coup, la semaine dernière? Ouais. Alors, on est en raccord. Suspense. Donc l'idée, comme on le disait tout à l'heure, c'est que le design de service, c'est en lien avec des choses que vous voyez au quotidien et que vous vivez au quotidien. Donc le but, c'est que vous puissiez nous dire un peu des situations du quotidien dans lesquelles vous avez l'impression, je sais pas, qu'il y a des soucis. Pour donner des exemples, là il y avait l'exemple de la gare, où il y a un problème par rapport à l'attente ou l'information voyageur. Il peut y avoir, je sais pas, des problèmes sur le tri des déchets dans l'espace public, des problèmes sur le partage de la voirie. Bon là, je parle vraiment pour moi parce que
je raconte ma vie, mais non, c'est que je me balade tous les jours en vélo et ça m'énerve, ça me tend. Ah, peut-être qu'on va avoir des cyclistes dans le chat là. Et donc les cyclistes, allez-y et dites voilà, non partage de l'espace public, c'est une super bonne thématique pour pas influencer. Mais du coup, tous les éléments qui peuvent vous poser question ou vous poser problème en fait dans la vie de tous les jours et majoritairement du coup dans l'espace public parce que c'est quand même ouais. C'est ta spécialité. Ouais, et puis c'est ce qui parle à tout le monde, enfin c'est ce qui nous touche tous au quotidien d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un peu plus simple. Alors il y a Thomas qui a lancé un premier sujet, il nous parle des bornes Vélov, Vélib si vous nous regardez depuis Paris et tout plein d'autres noms si vous venez d'ailleurs, qui nous dit par exemple elles sont toujours pleines quand on va dans le centre de Lyon. Et du coup Soline qui nous dit les Vélib toujours cassés à Paris. Donc là, typiquement, on a une team de cyclistes, j'ai l'impression. C'est bien. Donc là, on a déjà des problèmes, donc toujours pleine sur la presqu'île, toujours vide quand on arrive à Pardieu. Est-ce que là, quel type de réponse on peut apporter et comment on peut un peu, comment toi tu interrogerais ces personnes-là, comment tu ferais pour Bah après, il y a plusieurs formats. Enfin, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la méthodologie, c'est qu'on va pas tout de suite être dans la solution de comment on améliore ça. Mais on va dire qu'en première phase, ce qu'on appelle l'observation ou l'exploration, ça va être vraiment comprendre d'où vient le problème. Est-ce que le problème, c'est vraiment qu'il y ait tous les vélos qui soient dans la presqu'île ou est-ce que le problème, il est pas ailleurs? Donc le but, ça va être de questionner, pourquoi pas, des gens qui prennent très souvent ce système de vélo partagé, avoir un peu des statistiques sur leurs habitudes, quels sont les trajets qu'ils prennent les plus souvent, est-ce qu'il y a des horaires, on sait qu'il y a des heures de pointe, on sait que la presqu'île en soirée ou le week-end, c'est impossible en fait de se garer. Donc il y a toujours cette question de aller au plus près des bénéficiaires, mais au-delà des bénéficiaires, c'est bien aussi d'aller voir les fournisseurs de services. Parce que c'est eux, par exemple. Qui sont les fournisseurs de services? Par exemple, pour les Vélov, ça peut être aller voir la ville, ou la métropole de Lyon qui met en place ce service avec JC Déco et se dire, vous, quelles sont aussi vos contraintes? Parce que on sait qu'ils mettent de plus en plus de bornes de Vélov, mais au bout d'un moment, on va pas pouvoir mettre, 100 bornes de Vélov sur la place de l'Opéra, par exemple. C'est pas possible. Donc, essayer de voir un peu les contraintes. Et en fonction de ça, moi, ce que je fais souvent dans mon travail, c'est se dire, plutôt que sortir la solution de son chapeau en disant j'ai l'expertise du designer, ça va être faire de la co-création ou de la co-conception. Et c'est comment on va faire un atelier ou un moment convivial où on va faire travailler les gens ensemble et réfléchir les gens ensemble. Donc ça peut être des gens qui prennent les Vélov, des gens qui ne prennent pas le Vélov parce que justement ils se disent moi ça sert à rien parce que à chaque fois les stations elles sont pleines ou elles sont vides. Donc en fait, quel intérêt de les prendre si une fois sur deux je me casse le nez. Le sujet me déchaîne les passions. Parce que là, on a des messages qui nous disent attendez, je retrouve. Le partage de la voirie à vélo qui est un vrai sujet, un problème urbanistique. Marseille pareil, les bornes sont toujours vides. Les voitures qui prennent énormément de place et qui peuvent un peu étouffer les pistes cyclables. Et il y a Mr. Feather qui nous dit on l'a bien vu quand il y a eu les grèves sur Paris il y a quelques années. Il y a beaucoup de Parisiens qui se sont rendus compte qu'ils étaient à peine à 10 minutes de leur lieu de travail en vélo. Ils n'avaient jamais remarqué avant ce moment-là, finalement. Mais complètement. Et puis, justement, dans cette phase de compréhension des besoins où je dis il faut aller plus loin que juste les stations sont pleines, même si c'est une super problématique, c'est se dire quel problème tu as autour en termes de mobilité. Parce qu'en fait, si les stations sont pleines, est-ce que c'est parce que l'offre de transport en commun, elle est pas assez... Elle est pas adaptée, elle va pas dans tous les endroits, elle est super anxiogène, parce que, perso, moi, prendre le métro à 8h30... au milieu des gens, je peux pas. Je trouve ça, si t'es obligé de laisser passer 3 métros pour pouvoir aller au boulot. Puis il fait chaud, tu mets 45 minutes pour relier, je sais pas. D'ailleurs, excuse-moi, je t'ai Vas-y. coupé. Mais d'ailleurs, à tort, toi, t'es une cycliste, une bonne cycliste. Et t'as habité à Paris, à Bordeaux j'ai tout testé. Et à Lyon. J'ai testé on va vélo. citer les 3 grandes villes. Non, j'ai testé le vélo à Bordeaux, à Paris et à Lyon et j'ai failli mourir à chaque fois. Non, c'est la problématique se retrouve partout et c'est toujours que, alors là, je parle d'un point de vue purement personnel, en tant qu'usager, c'est, on a l'impression qu'ils savent pas où les mettre les voies de vélo, quoi. Ils les mettent où ils peuvent, où ça gêne pas trop. Et du coup, des fois, c'est sur les voies de voiture, en contresens, ou sur les voies de bus. Et, c'est un enfer. Et en fait, le problème, c'est que ça crée aussi
des problématiques de guéguerre entre types d'usagers, de non mais les vélos ils font n'importe quoi, oui mais en fait en tant que vélo on se rend compte que les piétons et les voitures font n'importe quoi, et qu'en fait personne n'a raison, personne n'a tort. Je pense que le problème vient de la route en fait, comment elle est pensée, et mais c'est un vrai problème parce que pour le coup c'est pas juste embêtant pour le dire gentiment, c'est que vraiment en tant que vélo ou piéton et des fois même voiture on risque sa vie en fait, vraiment. Je dramatise les choses. Non, mais c'est en la fait, vérité, moi, c'est une réalité. J'ai pris une voiture une fois, j'avais pas de casque à ce moment-là. Alors, prenez un casque à vélo, vraiment. Non, mais j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Je donc, prends plus le vélo pour ces raisons-là. Moi, à Lyon, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Et il y a Nikita qui nous dit, près de Carcassonne, il y a un endroit où ils ont créé toute une portion de route où les vélos sont prioritaires. Mais elle dit, par contre, les indications du fonctionnement de la piste prioritaire, elles sont incompréhensibles. Ce qui fait qu'au final, en fait, visiblement, je pense que personne sait que vraiment ils sont prioritaires. Donc voilà, ça pose problème. Donc là, on peut dire que finalement, le design de service a commencé, mais peut-être pas aller jusqu'au bout, ou alors peut-être les usagers ont pas été... Et puis c'est surtout que le design de service, comme je le disais au début, parfois il va être intégré aux entreprises, mais ça va être une personne ou 5 personnes au milieu d'une entreprise de 1000, 10 000, voire 100 000 salariés. Donc, tu as aussi ce truc de... Les personnes sont sensibles au changement et au fait que ça peut t'apporter des vraies réponses, mais ça reste quand même quelque chose qui est relativement en marge. Et tu vois, après avoir imaginé tous ces problèmes-là, le but, c'est de faire réfléchir les gens ensemble. Et tu peux avoir des solutions. Aujourd'hui, même avec le numérique, ils savent en avance, ils ont des statistiques de fréquentation, de à quelle heure tu as des Vélov, à quelle heure c'est rempli. Et aujourd'hui, tu as ce service de Vélov qui vient vider, je sais qu'à Pardieu, ils viennent vider les stations et viennent les remplir aux heures stratégiques pour que justement ce soit plus adapté aux usagers. Mais ça, c'est une solution et c'est pas la solution en fait. Il faut penser des choses globales. Donc après, tu avais cette question des vélos partagés, tu sais que les vélos blancs là, qui pour la plupart finissaient dans le Rhône du coup. Sur les trottoirs complètement. Exactement. Parce qu'en fait, comme tu le disais, tu as cette question de tu mets en place des solutions, des propositions, mais moi un peu mon dada aussi, c'est comment tu fais en sorte que ces solutions elles deviennent pérennes et comment tu accompagnes les gens vers un changement de comportement. Parce que les gens, quand ils sont habitués à faire des choses, pour le dire vulgairement, ils s'en foutent un peu de savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui existe. Et si tu leur montres pas l'intérêt que ça peut changer dans leur vie, à eux de manière vraiment très individuelle et très personnelle, c'est hyper complexe de mettre en place ce type de service, quoi. Oui, en fait, au-delà d'apporter une ou des solutions, il faut accompagner au changement, en fait, parce que tu peux pas juste demander aux gens de changer comme ça et de composer tout seul avec le reste de la ville, quoi. Exactement, c'est impossible. Et comme tu le disais tout à l'heure, on est souvent sur des sujets qui sont tellement complexes et denses qu'en fait, c'est des questions souvent d'urbanisme et de politique de la ville, de se dire... là, on le voit, on a un changement politique et il y a eu, là pareil, on parle de Lyon, mais je pense que dans pas mal de villes, il y a eu ce changement politique aux dernières élections municipales, mais qui a fait qu'ils ont modifié en fait l'espace public. T'as de plus en plus de voies cyclables, donc certes, on a certaines qui sont pas du tout adaptées. Est-ce que tu veux parler de la rue de Rivoli à Paris, par exemple? Ah oui, j'ai vu ça, j'y suis allée il y a pas très longtemps. Scandale. Effectivement, on est passé d'un truc avec énormément de bagnoles à un truc rien. avec rien du tout, quoi. Rien, j'exagère. Mais d'ailleurs, je l'ai vu, moi, le changement, j'y étais à ce moment-là. Par contre, c'est dangereux pour les piétons, du coup, tu sais plus où tu dois te mettre. En fait, j'allais y venir. Toi qui prends, je t'ai jamais vu prendre le vélo. Très peu. Donc toi, t'es plus une usagère comme moi. Je vous le dis tout simplement, je l'ai pris quelques fois, ça me fait flipper. Ouais, je pense que t'es un peu comme moi, donc t'es plus piétonne ou alors tu prends les transports. J'aime pas les transports non plus. Donc, je marche. Mais toi, c'est vrai que tu marches beaucoup. Ouais, on est un peu pareil, on marche dès qu'on peut, on marche. Et du coup, est-ce que toi, en tant que piétonne, justement, t'as vu des trucs par rapport aux cyclistes qui, toi, t'ont peut-être gêné, que ce soit les cyclistes ou le partage de la rue En vrai, les cyclistes, je trouve que ça va, surtout à Lyon, parce qu'on a quand même de plus en plus de pistes cyclables et que les gens ont pris, je crois, un peu le pli, entre guillemets, sur ce truc-là, parce que ça fait longtemps que c'est en place. Je me souviens pas quand a été installé les Vélov, mais c'était quand même il y a plus de 10 ans, je crois. Je pense que ça fait même plus que ça. Ouais, ça fait bien 15 Parce que moi, je suis arrivée il y a 11 ans sur Lyon et il y avait déjà les Vélov depuis pas mal d'années. Je vous le dis, quand ça a été installé, c'était un
bordel. T'avais peur pour ta vie, du coup, à ce La moment-là. nouveauté. Ouais, mais les gens truc disaient nouveau qui nimp, s'installe. puis ils y allaient à 3 sur un vélo. Enfin, c'était... C'est un peu comme les trottinettes. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce exactement. qu'un Et ben avec maintenant, les c'est trottinettes. moi ce qui me fait flipper, c'est les trottinettes. Alors la différence, je dirais, avec un vélo, c'est que ça va vachement plus vite Ouais. et c'est le démarrage électrique Ouais. qui, il y a pas de temps de Oui, puis il y a le démarrage, quoi. Le C'est centre de boum, gravité est ça pas le refonce. même du tout. Enfin, je veux dire, Ouais, t'es tout nu, quoi. Et en fait, il Ouais, y a pas c'est vraiment dangereux, de réglementation, enfin entre guillemets, ou en tout cas on va dire de normes où on se dit bon, on doit aller sur la piste cyclable. C'est encore dans un entre-deux parce que comme ça va très vite, on sait pas si on doit aller sur la route, on sait pas si on doit aller sur la piste cyclable ou le trottoir. Et là, t'as un Non. truc. Bah, t'as quand même des choses qui commencent à passer parce que justement, enfin, moi je suis en vélo électrique et je me suis fait quelques frayeurs parce que clairement tu montes à 27 km/h. Donc maintenant Lyon est limité à 30 km/h. Clairement tu vas à la même vitesse qu'une voiture. Et parfois tu peux avoir cette question de, moi je respecte au maximum les règles Au du maximum. code de la route. on note. Au maximum, voilà. Bon, parfois on fait quelques impairs, personne. Non mais ça n'est arrive à tout le parfait. monde. Hein, après, Mais t'as ce truc-là de tu peux vite prendre peur et il suffit que quelqu'un soit dans une logique de moi le nombre de motos que j'ai vu prendre les voies Ouais. cyclables et te dépasser comme ça ou même les voitures qui trouvent ça super drôle de te faire peur pendant une petite dizaine de minutes parce qu'elles se disent qu'à la fin il y aura plus de cyclistes dans la ville et en fait non, enfin et je pense que le design de service dans ce cas-là tu peux avoir ce côté ok trouver des solutions mais aussi faire dialoguer les gens. ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des sujets qui sont très clivants, qui font que souvent, tu as des gros points de tension, mais que les points de tension, ils existent notamment parce que les personnes ne parlent pas et restent dans leurs idées reçues de tous les conducteurs sont des chauffards et ils sont dangereux, et de tous les cyclistes grillent les feux rouges et font soleil au milieu du rond-point. Alors Mais que comment- c'est pas le cas. Comment tu fais du coup pour arriver à mettre des gens qui ont vraiment des idées très arrêtées sur des choses et à quand même réussir à les faire dialoguer et à faire baisser la Ça, pression. c'est ton côté ethnologue qui veut savoir Ouais, comment ouais, on ça, va faire. ouais. Non, mais tout l'enjeu, c'est de décentrer l'intérêt sur soi-même et de le mettre au centre, en fait. Mais c'est. Oui, mais c'est très. Mais au en tout cas, début, en ça France, doit être chaud les quand gens ont même. du mal. Ouais. Et encore, en France, il y a plusieurs questions. C'est qu'en France, les gens ont du mal à penser à autre chose qu'eux-mêmes. Enfin, on est relativement individualiste, mais franchement, par rapport à d'autres pays, on est quand même plus ou moins en avance là-dessus sur la prise en compte des usages. Enfin, là, je parle plutôt en design, mais j'ai étudié pendant un moment en Italie. Et c'est vrai que, par exemple, la question du design de service, ils l'ont pas trop, en fait. Ils ont vachement le design industriel, le design produit, et le côté très artefact, enfin, faire un objet, mais comprendre le pourquoi du comment et avoir une logique de service, c'est pas trop ça. Et pour revenir sur ta question de comment tu fais en sorte que les gens arrivent à se parler, c'est que très souvent, il faut sortir du personnel. Il faut dire que quand tu t'exprimes, c'est très bien de donner son avis de personne, donner ses enjeux, mais quand tu arrives à la phase de discussion à plusieurs, souvent on fait des jeux de rôle, en fait, où on leur fait prendre d'autres rôles. C'est ce que Que j'allais le te leur. demander, ouais. Exactement. Trop génial. On en avait parlé rapidement l'autre fois, et peut-être que dans certaines vidéos, vous voyez passer des images où il y a des petites cartes avec des situations, des personnes où on dit, je sais pas, Jeannette, 78 ans. Ouais. Et J'essaye de retrouver ça. Du coup, c'est quoi? C'est pour essayer de développer l'empathie, en fait, c'est-à-dire vraiment se mettre à la place de l'autre et se dire, bah lui, il a telle difficulté et comment on peut trouver un entre-deux, quoi. Ouais, en fait, c'est que, enfin, d'expérience, tu te rends beaucoup compte que si tu fais parler la personne par rapport à sa propre expérience, parfois elle est sur du détail et elle va pas se rendre compte de la vraie problématique. Elle va se dire, moi j'ai eu une fois un problème avec ça l'a traumatisée, et du coup pendant 2 heures, elle va te parler de ça, et elle va pas du tout être dans une logique de comment on améliore ça ou comment je me mets au même niveau que les autres. Et t'as ce côté projection qui fait que tu ne parles pas à ton nom. Et en termes de participation, des fois, c'est aussi beaucoup plus simple de parler au nom de quelqu'un d'autre que de dire des choses personnelles, parce qu'il y en a qui vont pas se sentir à l'aise avec le fait de partager leurs problématiques ou... Oui. Moi. je pense que je me sentirais ultra mal à l'aise. Après, ça dépend aussi des problématiques. Il y a des problématiques qui sont beaucoup moins peut-être personnelles que d'autres, mais Ou culpabiliser. mais du coup, de les avoir. là, admettons, on a pas mal de personnes dans le chat. Ils ont chacun des problèmes. Comment toi tu les interroges et tu les sondes, parce que on en avait parlé, mais du coup, c'est un point que je voulais soulever.
Par exemple, le Tuba. Donc, pour ceux qui sont à Lyon, le Tuba, c'est un centre justement donc, qui se nomme d'innovation urbaine, où il y a justement des ateliers qui sont mis en place. Mais c'est vrai que c'est très peu connu du grand public finalement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul type de personnes qui vont venir dans la structure? Donc, du coup, comment tu fais la part des choses et de te dire, ok, là, on n'a qu'un seul type de personnes. Comment tu vas chercher les autres pour avoir un panel finalement le plus large possible pour que ça réponde vraiment à la vraie demande des vrais gens de la ville? Ouais, et en fait, j'adore ta dernière phrase parce qu'en fait, c'est toujours ce que je dis et où tout le monde me dit mais il n'y a pas de vrais gens. Mais si, il y a des vrais gens. En fait, c'est qu'on soit pas dans le stéréotype de toujours les mêmes personnes qui participent parce qu'en fait, là, on parle dans des logiques de design de service, mais c'est pareil dans tout ce qui est démocratie participative, etc. Très souvent, pour le dire de manière abrupte, on est sur des cadres supérieurs, blancs, qui en gros veulent mettre un peu de fun dans leur journée et se dire allons-y, nous allons réfléchir. Vous allez faire un petit atelier. Exactement, nous allons réfléchir à la ville de demain. Mais en même temps. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est que c'est pas quelque chose de spontané. En fait, mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était pas quelque chose de spontané. Parce que l'autre fois, depuis que je travaille à la métropole, je suis avec ce que je considère comme des vrais gens. C'est-à-dire des gens qui sont pas dans le milieu de la création, dans des métiers qui sont hyper pragmatiques, pratico-pratiques, le secteur du soin, des aides à domicile. Et je me suis rendu compte que quand je leur parlais d'atelier, ils me regardaient avec des grands yeux et ils me disaient mais c'est quoi? Ok, ça a l'air super, mais comment on fait pour participer? Et on n'est pas au courant de ce type de démarche. Et du coup, au Tuba, il y avait ce côté où quand on a une demande, on fait en sorte, et c'est valable aussi pour tous les designers de service, d'avoir des échantillons, en gros, de personnes qui participent, qui sont très hétérogènes, qu'on ait aussi bien des personnes âgées, des personnes jeunes. Et après, ça, c'est pas c'est pas une variable qu'on va faire pour tous les ateliers. C'est-à-dire qu'on va pas se dire à chaque atelier, tiens, il nous faut une personne de plus de 70 ans et quelqu'un de moins de 18 ans. Non, en fait, ça dépend de la problématique. Quand on va parler de l'expérience en gare, là, on a un intérêt à avoir des retours de toutes les personnes parce que c'est quelque chose de très, très spécifique. Ouais. Là, quand on parle de l'expérience, par exemple, du vélo, on peut se dire que notre échantillon, ça peut être que les cyclistes, que les personnes qui font du vélo. Donc, on va être représentatif pour ne pas avoir que des super cyclistes qui prennent le vélo et qui sont super contents. Mais il faut avoir des choses très larges. Et du coup, pour faire ça, nous, c'est vrai qu'on avait une base de testeurs via le lieu, parce que Tuba, c'est un lieu en fait qui est au centre de Lyon. Et on avait une base de testeurs. À chaque fois que les gens viennent dans le lieu, en fait, ils ont la possibilité de s'inscrire et de se dire, moi, je suis super intéressée pour participer à des ateliers quand il y en a, je sais pas, sur la mobilité ou l'énergie. Ouais. Et du coup, on les contacte. Et après, on va aussi de la com dans l'espace public où on va voir les gens directement. Tout à l'heure, tu as parlé du micro-trottoir, mais il y a beaucoup de choses comme ça où, quand on veut toucher les gens, ça paraît complètement bête parce que c'est hyper littéral, mais c'est dire faut aller les voir. Et du coup, c'est pas en restant nous dans notre bureau à attendre que les gens viennent à nous qu'on va récupérer des choses. Et du coup, il y a de plus en plus de choses qui se font sur comment tu fais de la participation dans la ville. Est-ce que justement tu es sur un vélo cargo et tu fais un petit stand je sais qu'avec notamment l'Assemblée citoyenne de Villeurbanne, on fait ça, on fait des petits stands cargo pour essayer de toucher des gens. Et t'as aussi le côté comment tu te bases vraiment sur des acteurs qui sont sur le terrain en fait. Il y a des acteurs associatifs, des centres sociaux, des MJC qui font des choses avec des gens de tous les milieux, de tous les profils et qui eux connaissent le public et peuvent parler de ces actions. Ouais, les sensibiliser. Exactement. Parce que c'est vrai que moi, avant que je te rencontre, je sais pas, c'était il y a 5 ou 6 ans, je sais plus exactement. Le Tuba, je connaissais pas. Je savais pas que ça existait, je savais pas ce que ça faisait. Et avant que tu m'expliques, je comprenais, même si j'avais regardé, je pense que j'aurais pas compris, en fait. Et du coup, c'est vrai on peut se demander, est-ce que les gens, ils savent que ces structures, elles existent? Et je pense que, du coup, on va pouvoir refaire un sondage, mais du coup, est-ce que, vous, chez vous, vous connaissez s'il y a de ce genre de structure par chez vous? Si vous connaissiez le Tuba à Lyon, si vous êtes déjà, allé vous inscrire pour faire, du coup, ces ateliers-là? Ça serait assez intéressant de savoir ça, parce que je pense très honnêtement que 80% facile de la population, par exemple à Lyon, ne savent pas que ces structures existent, alors que c'est hyper important de pouvoir s'approprier sa ville, de pouvoir
donner son avis, parce que en France, on aime quand même bien donner nos avis. Carrément. On est les rois pour ça, pour dire quand ça va pas. Mais c'est vrai que du coup, on sait pas où aller pour dire vraiment, ça va pas à cause de telle ou telle raison. Donc c'est vrai que ça serait bien de pouvoir mettre en lumière le plus possible ça. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission sur le sujet. Carrément. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit d'où l'intérêt de la vulgarisation de ce design. Carrément. Donc non, c'est clairement une question une question à poser, de savoir quel type de personnes viennent. Et après, tu m'avais parlé aussi d'un truc qui m'avait fait beaucoup rire. Du coup, à la gare, Oui. tu m'avais dit qu'il y a une des personnes de Tuba qui avait pisté du coup des gens juste pour voir un peu leurs usages, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, je trouve que finalement, c'est peut-être le plus intéressant parce que quand on te piste, tu ne le sais pas. Et du coup, t'es complètement naturel. Donc, c'est peut-être pour moi finalement le moins biaisé. Carrément. Parce que même les personas, tu peux peut-être un peu changer parce que tu te mets à la place de quelqu'un d'autre. Alors que quand quelqu'un regarde ce que tu fais sans que tu t'en rendes compte, au final, c'est là que t'es le plus naturel. Et je pense que pour vous, c'est ce qui est au final peut-être le plus intéressant et le plus riche en termes de voir ce qui se passe pour de vrai. Après, moi, je pense que c'est aussi une déformation, parce que tu l'expliquais au début, mais j'ai vraiment une formation en design d'espace. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment interagissent les gens dans l'espace, comment ils se baladent, etc. Mais très vite, j'ai eu ça. À chaque fois, on me dit, mais arrête de regarder les gens comme ça. Mais en fait, c'est la base, en fait. Ouais, j'aime ça. J'adore observer les gens. En vrai, ça me parle, moi, parce que en ethnologie, du coup, en enquête de terrain, c'est exactement ce qu'on fait. Au début, c'est un peu malaisant parce que, en fait, moi, je l'avais fait dans un billard, donc il faut savoir qu'il y avait vraiment pas de bruit. Et en fait, tu arrives dans la pièce et tu vas regarder les gens, et au début, les gens se disent, mais qu'est-ce que fait cette personne, en fait? Alors là, on sait que t'es là pour observer, mais par contre, t'apprends beaucoup plus des habitudes vraiment de vie et de terrain en faisant ça, en observant incognito si on peut. Complètement. En fait, c'est que tu as ce côté spontané, et comme tu le disais, en atelier, tu peux venir, même si tu vas dans le rôle de quelqu'un d'autre. Moi, il y a ce que j'appelle tout le temps les trolls d'atelier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même si tu vas leur mettre quelque chose en place, un jeu, etc., ils vont toujours réussir à hacker ton atelier et à revenir sur leur petite personne. Ouais. Alors que si tu es dans l'observation, la personne ne va pas se mettre dans une posture parce qu'en fait, elle sait pas forcément que elle est observée. Et pour la petite histoire de la gare, justement, c'était dans ce projet autour de l'expérience en gare. On s'est dit que déjà, la plupart des gens étaient stressés, donc ça allait être super compliqué, en fait, d'interroger les personnes, qu'elles allaient revenir sur des problématiques hyper pragmatiques, c'est ça. Ils sont en retard, le train à Saint-Étienne s'est supprimé, ce qui est vrai et que je partage, mais qui n'est pas le sujet. Et du coup, en fait, pendant toute une après-midi, elle avait suivi des gens. Donc la dernière fois, j'avais vu dans le chat certains qui disaient que c'était un peu you, mais ça va. À la fin, il n'y a pas de truc de psychopathe. Tout le monde sort en vie et en bonne santé. C'est important de le dire. C'est fait en toute bienveillance. Ne vous inquiétez pas, on ne rentre pas trop dans votre intimité. Et en fait, l'idée, c'était de faire des parcours. En fait, ça se faisait des catégories de personnes, donc là, plutôt par tranche d'âge. Et pareil, se dire, est-ce que la personne est chargée? Est-ce qu'elle a des interactions du genre avec son téléphone? Est-ce que elle va acheter du café et au final, tiens, le Starbucks, il est plein et du coup, elle commence à s'impatienter et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle commence à regarder sur le côté et du coup, il serait bien d'avoir d'informations ou un truc ludique ou quelque chose pour prendre l'attente? Et du coup, elle s'était fait toute une après-midi d'observation comme ça. Et au bout de 3 heures, je pense, il y a l'agent de sécurité qui est venu la voir et qui l'a fouillé et tout et qui lui a dit mais mademoiselle, vous faites quoi en fait, on n'est pas au courant. Et en fait la particularité c'est qu'en plus nous on avait une commande de la SNCF, mais pas la SNCF pas les gens qui sont en gare, mais vraiment un service numérique. Donc en gros les gens qui étaient en gare ne savaient pas ce qu'on était en train de faire, donc c'était un petit peu compliqué de justifier, mais elle a réussi à sortir indemne de cette épreuve. Quelle épreuve. Et en tout cas, pardon, vas-y, finis. Non, j'allais dire une autre anecdote très drôle, c'est que très souvent, il y a quand même des règles là-dedans quand on veut faire de l'observation, de la participation. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou, je pense que j'ai une de mes collègues et amies qui est sûrement en train de nous regarder. On a vécu ça ensemble. Mais en fait, on voulait faire participer des gens, donc on avait tout un dispositif en carton avec des scénarios, les gens pouvaient donner leur avis.
Et je sais pas, dans le plus grand des calmes, on s'est dit qu'on allait aller au parc de la Tête d'Or avec tous nos cartons, nos briques, nos Dans feuilles. le plus grand des calmes à la Tête d'Or déjà. Ouais, c'est mal barré. Ouais. En fait, c'était pas loin du Tuba. On s'est dit, c'est le plein été, c'est le mois de juillet, les gens vont avoir du temps. Pour remettre en contexte, pour ceux qui sont non lyonnais, la Tête d'Or, c'est un parc, le plus grand parc de Lyon. Donc dès qu'il fait beau, il y a énormément de monde. Ouais. Je remets juste en contexte, comme ça, il y a peut-être des gens qui Et connaissent. il y a beaucoup de monde, du coup, de passage, enfin, aussi bien des Lyonnais que des touristes, que des familles. Donc, on s'est dit, mais c'est trop bien. Enfin, on veut que des gens donnent leur avis. Quoi de mieux que la Tête d'Or, en fait. Et ben, la police est arrivée au bout de 5 minutes. Mais non, 5 minutes? Si. Ouais, ben, en fait, ils font des rondes. La Tête d'Or, il y a la Tête d'Or, la police. Et vraiment, je pense que c'est le pire endroit qu'on aurait pu faire, parce que dans d'autres parcs qui sont un peu plus sauvages, on va dire la Fessine et tout, je pense qu'on aurait pu rester tranquille. Mais là, la police est arrivée. Et en fait, nous, un peu naïfs, on a dit non, mais ça va, on travaille avec la métropole. Et là, ils nous ont dit oui, mais où est le papier ? Enfin, où est l'autorisation pour venir ici ? Vous n'avez pas le droit. Et en plus, on faisait des micro-trottoirs, donc on faisait des vidéos. Et il y avait la Tête d'Or en arrière-plan, mais enfin, quand je dis il y a de la Tête d'Or, il y avait des arbres en arrière-plan. Et on a dû... Oui, mais c'était pas n'importe quels arbres. Exactement, c'est des arbres protégés. Non, mais on a dû supprimer les vidéos parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'image d'un parc qui appartient à la ville. En plus, il appartient à la ville, il appartient même pas à la métropole, qui appartient à la ville. On n'a pas le droit de l'utiliser, et même si c'est pas commercial. Et du coup, c'était super drôle parce qu'il faisait 35 degrés, donc on a galéré à porter nos trucs. Et au bout de 5 minutes, on a fait le chemin inverse. Et ce qui est drôle, c'est que 3 jours plus tard, on l'a fait sur le plateau de la Croix-Rousse. Et là, pour le coup, on n'a eu aucun souci, alors qu'on était bien installés. Et donc, ça dépend aussi ça dépend du contexte, de l'endroit. Mais du coup, si vous voulez faire des happenings ou des trucs de participation un peu en mode sauvage, évitez les gares et les dangers du métier, quoi. Et la Tête d'Or, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous demande, n'hésitez pas d'ailleurs, si vraiment vous avez des questions ou que des choses sont pas claires, je répète, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a quelqu'un qui nous demande comment sont restituées les observations. Ouais, et ça c'est super intéressant et c'est la part aussi la plus complexe et qui va changer justement avec quelqu'un qui va faire de l'ethnographie ou de l'anthropologie, ethnologie. Depuis tout à l'heure, j'étais en mode de l'ethnologie. Ouais. Ou de l'anthropologie, du coup. C'est le côté restitution qui va être visuel, parce que le but, c'est comment on arrive à transposer quelque chose qui est compliqué de manière très simple. Donc, ça va être des scénarios d'usage. Quand on dit scénario d'usage, c'est faire, par exemple, une petite bande dessinée pour expliquer le parcours d'une personne, faire des préconisations sur ce qui peut être en place. Ouais. Parfois, quand on est dans du service numérique, on peut être dans ce qu'on appelle une maquette de service. Ça va être montrer un photomontage ou une image qui va préciser ce que peut être le service, sans que ce soit développé par un développeur, un ingénieur, etc. On peut être parfois sur du récit. Quand on est sur des ateliers, parfois on va avoir des notes vocales, des scénettes théâtrales. Enfin, le but, c'est que la restitution soit la plus diversifiée, la plus adaptée aux besoins, et que pour eux, ce soit de la matière qu'ils puissent intégrer facilement. Parce qu'en fait, au final, la restitution est aussi variée que la façon d'interroger les personnes. Enfin, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont un peu du mal à comprendre ce design-là. C'est qu'il se passe, en fait, il y a tellement de possibilités et de façons de faire que du coup, forcément, c'est un peu plus flou parce qu'on donne pas une réponse arrêtée à quelqu'un. Mais c'est ça que je trouve très intéressant et c'est ce qui montre que c'est du sur-mesure finalement. C'est que tu vas pas t'arrêter à une méthode et une façon de faire et ça marchera pour tout parce que ça ne marchera pas pour tout. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. Et du coup, la même personne demande à qui tu restitues ces études-là. Ouais, et là du coup ça dépend du commanditaire. Donc on va dire là, moi avant, quand j'étais au Tuba, on avait un côté où il y a quand même beaucoup d'entreprises privées. Donc quand j'ai entreprise privée, ça peut être Keolis, Alstom, SNCF, toutes ces personnes-là qui sont vraiment des grands groupes. Et là, on va dire que dans les préconisations qu'on va mettre en place, ça peut être des choses plus pratiques, parce que eux, souvent, ce qu'ils cherchent, c'est des choses pratico-pratiques qu'ils vont mettre en place après. Donc ça peut être des carnets d'idées. Ils veulent des résultats très... Exactement. Et du coup, ta méthodologie d'approche ne va pas du tout être la même. On va pas être dans du prospectif et imaginer ce qu'on fait demain, mais plutôt aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer ça.
Par exemple, pour la SNCF, il y a des ateliers qui ont été faits et après, il y a eu des exemples de projets qui peuvent être mis en place. Enfin, clairement, leur problématique de base, eux, c'était il y a la 5G qui arrive, c'est trop cool, on va faire la reconnaissance faciale pour accéder au train. Non, pas, vraiment pas. Nope. Et c'est pas possible. Et du coup, l'idée, c'était, la 5G arrive, à quoi elle peut servir? Et si elle sert à rien, c'est pas grave. Et donc, très souvent, aussi, avec les entreprises privées, il y a ce côté-là de comment on évite qui fassent des développements qui sont inutiles, donc d'utiliser de l'argent pour rien, clairement. On a très peur des choses inutiles. Déjà, faut tout le temps innover, j'ai l'impression. On est tout le temps dans cette recherche d'innovation, alors que des fois, il y a des choses qui fonctionnent et t'as pas besoin d'innover, en fait. Et c'est ça qui peut parfois poser problème. Et du coup, c'est bien que justement, des gens comme toi puissent dire, non, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de besoin à ce niveau-là, ça apporterait rien, donc on ne fait rien. Exactement. Et en fait, moi, j'aime bien dire que l'innovation, souvent, c'est quelque chose que tu vois pas et qui va changer ta vie, mais sans que tu le remarques directement, en fait. Pour moi, l'innovation, elle est pas que technologique, c'est pas faire des trucs avec de l'IA. Ça peut être avec de l'IA, mais pourquoi, en fait? Pour répondre à quelle problématique? Tu vois, dans le secteur de la santé, ça peut aider et ça peut avoir des applications qui servent à quelque chose. Mais si tu as une entrée qui est technologique, ça sert à rien. Ouais. Et tu vois, on parle de plus en plus d'innovation sociale aussi. Et en fait, l'innovation, parfois, elle est sur des trucs très, très simples, de juste... justement, le travail que je fais maintenant à la métropole, c'est sur le vieillissement de la population. Et c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans nos villes. Et qu'est-ce que tu fais de ces personnes âgées? En fait, tu vas pas les mettre dans des maisons de retraite, tu vas pas transformer ta ville en EHPAD géant. Même en termes d'interaction, tu vois, sociale, c'est pas dingue. Et du coup, quel outil facilement tu peux mettre en place pour faire de la prévention auprès des professionnels et auprès des personnes âgées pour faciliter leur vie? Donc là, on est sur, tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, il va dire mais ça c'est pas de l'innovation. Mais pour moi c'est de l'innovation parce qu'en fait tu vas apporter une réponse à une problématique qui était là. Un changement en tout cas, il y a quand même une évolution qui se fait dans tous les cas, quoi. Donc une innovation quelque part aussi. Je trouve que transformation finalement c'est innovation. On va se diriger tout doucement vers la fin de l'interview. On a encore quelques questions, mais du coup si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. The time is now. Je vais rebondir du coup sur une question qu'il y a, mais juste avant, il y a quelqu'un qui a dit créer des besoins ou écouter les véritables besoins. Telle est la question. Mais je pense que la question est vite répondue. Il faut éviter les besoins et créer. Ça sert à rien de créer du besoin. Il faut écouter le besoin et voir comment on peut y répondre. Je pense que tu seras d'accord là-dessus. Mais ouais, et en fait, c'est vraiment hyper important cet élément parce que j'avais un peu peur en présentant le design de service que ce soit compris comme justement tu crées des besoins et c'est en lien avec le marketing. Alors je dis pas, il y en a qui utilisent le design de service à des fins marketing pour se dire c'est trop cool, on va comprendre les besoins des gens et du coup on va leur créer des choses pour qu'ils en aient de plus en plus besoin. Mais moi je trouve que le design de service c'est l'inverse en fait. C'est vraiment se dire où est le problème et en fait le problème qu'on donne au début n'est jamais un vrai problème. Surtout auprès des entreprises, les politiques publiques parfois c'est pareil, même si elles sont quand même plus proches des citoyens et de leurs problématiques. Normalement, mais vraiment ne pas être dans on crée un besoin, on crée un service pour créer un service. Ouais. Il y a Elodie qui demande est-ce que c'est pas trop compliqué de se faire entendre par ces grands groupes quand tu travailles avec eux? Et là, moi, c'était un peu mon questionnement intérieur au tout début quand j'ai travaillé au tuba, c'est que je me suis dit mais en fait jamais de la vie, j'ai rien contre les grands groupes, bisous à tous, il y a pas de souci, mais j'avais ce côté où je sais pas un peu le cliché de ils sont le mal, attention on peut pas travailler avec eux parce qu'ils font un peu du lobbying en se disant on met le petit cachet citoyen et en fait je me suis rendu compte que fallait pas penser comme ça parce que déjà dans un grand groupe t'as des personnes. Et du coup, moi, j'ai foi en l'humain et je suis sûre que des personnes veulent faire changer les choses. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de faire changer les choses quand tu travailles directement avec eux que quand tu es opposé et que tu es plein d'ambition et dans quelque chose de très engagé et où en fait, tu vas avoir un conflit. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien dire que le designer est médiateur, c'est que toi, tu arrives avec une neutralité, t'as pas forcément l'expertise technique qu'ils ont, mais tu as l'expertise de comprendre les gens que eux n'ont pas forcément. Et du coup,
en fait, ça leur permet de voir les choses autrement et ça leur permet parfois de gagner du temps. Ce que tu disais, l'accompagnement au changement. Enfin, ils sont contents aussi, pour la plupart des salariés, d'avoir des méthodologies de travail qui sont autres, tu vois. Et puis au-delà du fait que ça puisse être une volonté de l'entreprise, c'est aussi un enjeu sociétal du moment. Enfin, on entend beaucoup parler du bien-être au travail, du bien-être pour les usagers, etc. Et même si c'est pas l'intention première de l'entreprise d'aller dans cette direction, ils vont de toute façon, ils sont un peu obligés parce qu'il y a un enjeu social qui les pousse à ça. Complètement. Donc, Complètement. Et en fait, ça les met dans une autre posture et tu leur fais découvrir des choses d'un regard différent. Donc, je dis pas que c'est simple parce que parfois, enfin, moi, ce qui pouvait me frustrer par moment, c'est le côté, qu'ils arrivent à s'approprier les préconisations ou les solutions que tu vas proposer et que ça devienne réalité. Que ce soit pas juste à un moment donné, on s'est rendu compte que ça et ça n'allait pas, mais du coup, on va rien changer. Ce qui parfois peut être frustrant. Parce que tu te dis que t'as mis des choses en place et qu'au final, la personne va pas se l'approprier. Mais je trouve que c'est de moins en moins le cas parce que comme tu disais, il y a quand même une évolution des mentalités. Et la force, c'est toujours de travailler avec des acteurs croisés en fait. Même quand tu travailles avec une entreprise, c'est bien de toujours avoir un acteur public, comme la métropole qui fait le côté intérêt général, neutralité, et que tout service, même d'une entreprise privée, a un impact dans ta vie de tous les jours. Donc, carrément, auprès du citoyen. Ok. Je peux poser une petite question? Bien sûr. Par rapport aux solutions que tu vas apporter, est-ce que tu as un portefeuille, imaginons un portefeuille au niveau financier à respecter, ou tu as des solutions par palier, c'est-à-dire qui coûtent plus ou moins cher? On n'a pas abordé la question financière. Non, mais quand tu es avec une grosse boîte, est-ce que tu vas proposer par palier, par exemple, une solution 1, une solution 2, et là, il y aura un coût peut-être différent au niveau de l'impact c'est vrai que dans le design de service, après, la particularité, c'est que vu que là, on n'est pas dans des commandes, mais on est vachement dans le côté prospective, étude, qu'est-ce qui pourrait servir. On n'a pas forcément la faisabilité technique qui rentre en jeu. Et du coup, le but quand même dans toute la première phase qui est super importante, c'est de se dire que tu enlèves les contraintes et petit à petit, tu les rajoutes. Et du coup, tu as des outils qui te permettent d'avoir des orientations stratégiques. Parce qu'en fait, ça, le design de service, c'est aussi au final de la stratégie d'orientation de projet, de se dire est-ce que ton projet il a un impact lointain, est-ce que c'est un impact à court terme, est-ce que la faisabilité, le fait de la facilité on va dire de mise en place, elle est chère ou pas chère, et en fait le fait d'avoir ces orientations là, après c'est à eux de faire des choix stratégiques, de se dire peut-être que la solution elle coûte super cher, mais c'est du long terme. Et c'est un investissement, enfin, on sait qu'au fur et à mesure, ça sera utile. Parfois, notamment dans les politiques publiques et dans des logiques plus de tests, tu vas avoir ce truc tu fais des solutions low cost, enfin, tu fais du prototypage, du test. Ta solution, elle est pas parfaite, elle est pas nickel, mais c'est juste pour tester l'idée. Et ça te permet après d'orienter et de te dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on continue, on met plus d'argent? Ou est-ce que finalement l'idée elle n'était pas forcément viable? C'est vachement bien, du coup tu peux injecter un peu d'argent, tester des trucs et après développer vraiment sur le moyen long terme. Moi c'est cool. Moi c'est ça qui m'intéresse le plus et qui pour le coup je trouve différenciant d'autres formes de design, c'est que c'est vraiment le test en fait. Tu testes avant de faire des trucs lourds, et en fait avec peu de moyens tu peux tester des choses très très facilement quoi. On va finir du coup avec une dernière question du chat et après on passera à autre chose parce que on pourrait en parler pendant des heures. C'est trop intéressant. On a des contraintes de timing. Donc la dernière question du coup c'est est-ce que le design de service c'est finalement une forme de consulting? J'adore cette question. En fait, je sais pas si j'ai la réponse justement. Ça dépend. En fait, ça dépend comment on prend le consulting, parce que j'avoue que le consulting, enfin moi dans ma tête, c'est un peu connoté négativement parce qu'on a ce côté. On va pas reparler des scandales d'État non plus. Non, mais il y a ce côté où on te vend du vent. Enfin, en gros, on te vend des manières de penser et t'as rien qui prend place. Et t'as vraiment l'image des gens qui parlent de choses absurdes. Qui disent mais oui, mais c'est ça l'idée du siècle, c'est génial, allons-y. Et du coup, d'une certaine manière, c'est du consulting parce que c'est de l'accompagnement. Et du coup, le consulting à la base, c'est ça, c'est comment quelqu'un d'extérieur
peut t'accompagner sur une problématique que t'as, soit pour apporter une neutralité, soit parce que t'as pas les expertises. Ouais. Mais pour moi, là où t'as une différence quand même avec le consulting, c'est que souvent le consulting, ils ont quand même un intérêt monétaire derrière. Ils font des études déjà qui sont très très chères, et c'est pour des choses que tu mets en place qui sont quand même relativement techniques ou sur du long terme. Et je trouve qu'ils ont pas forcément la visibilité sur. Ça sert à rien d'aller directement vers le côté final et le côté solution, mais comment on prend vraiment les gens en compte. Ouais. Alors, tu vois, typiquement, j'espère que la SNCF nous écoute pas, mais je pense que je pense que ça devrait aller. l'application SNCF, je pense que c'est peut-être des consultants qui on lance un sujet. On va pas lancer ce sujet. Épineux. Ne répondez pas sur le chat, s'il vous plaît, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à ce sujet. Tu peux avoir ces côtés où c'est des consultants qui vont prendre en compte une question et vont le regarder avec leur spectre de qu'est-ce qui fonctionne pas, et comment nous, avec notre regard d'ingénieurs, donc j'ai tout mon respect pour les ingénieurs et designers travaillent très bien ensemble. C'est des ingénieurs ou des développeurs ou des chefs de projet ou des consultants vraiment en dehors, qui vont avoir réfléchi une application en se disant trop cool. En fait, les gens ont des problèmes dans leur orientation. Du coup, on va leur faire des parcours de chez eux à l'endroit où ils veulent aller, en mettant les trams, les covoites, les vélos sur la même application. Ouais, très bien. Sauf que la problématique quand tu utilises l'application SNCF, c'est pas comment tu fais pour aller à la gare. En fait, c'est à quelle heure est ton train, je prends mon train. combien il coûte, est-ce que j'ai une réduction jeune. Enfin, c'est des questions hyper pratico-pratiques qui n'ont pas été prises en compte parce que là, on était dans une logique d'évolution et d'innovation, mais sans prendre en compte le problème et l'usage de base en fait de la personne qui est à quelle heure est mon train, et en fait là je mets 10 minutes pour trouver mon train. Donc voilà, je sais pas si ça y répond, mais c'était une petite nouveauté ajoutée pour faire joli en fait quelque part. Il y avait un petit peu, on va pas se le. Honnêtement, je sais pas. Peut-être qu'il y avait un bon fond derrière. Oui, mais toujours. Mais au final, j'espère. Mais... Et je pense que c'est amené à. On va pas s'étendre dessus encore une fois, mais je pense que ça va sûrement changer très rapidement au vu des retours qu'il y a eu en tout cas dessus. Ouais. Je sais pas. Ouais. Et puis t'avais ce côté où je pense que c'était pas juste faire quelque chose de nouveau, mais il y a une vraie logique de mobilité. Mais après c'est pareil, on pourrait faire une thèse là-dessus. Comme on disait sur le vélo, c'est ce qu'ils appellent l'intermobilité et modalité. C'est comment t'arrives à faire ton parcours de A à Z. Et ils pensaient que c'était facilitant en fait d'avoir ce côté. J'ai mon itinéraire qui est en plusieurs étapes, sauf que là l'information elle est noyée. Et du coup, en fait, ce qui t'intéresse n'est pas visible. Et du coup, pour moi, c'est ça un peu le souci. C'est en train de lancer des débats dans le chat. Là, on commence à nous parler du nouveau Instagram. Mais tu sais que j'ai failli en parler. En plus. Moi, je ne l'ai pas pour l'instant, mais on ne parlera plus de d'après SNCF. Est-ce qu'on oublie les utilisateurs ou pas? On s'arrête ici. Je sais pas s'ils ont des designers de service. Ils devraient, hein. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. J'espère que dans le chat, vous avez aimé tout ça. J'en vois beaucoup qui, du coup, sont en train de parler de UX designer dans le chat. On fera venir quelqu'un à un moment. Vous inquiétez pas, on fera une émission sur le sujet. Je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions aussi. On va enchaîner. En tout cas, tout le monde dit merci, c'était super, c'est dingue. Donc écoute, merci visiblement à vous. t'as bien expliqué ça. Trop bien, ouais. Et on va pouvoir passer à la chronique d'Hathor. Je sais que vous l'attendiez tous, donc c'est parti pour la petite chronique. Attention, jingle. Alors, pour cette deuxième Super Tech, je vous ai sélectionné cette semaine 4 recommandations. Ça va être un peu plus dense que la dernière fois parce que je pense que le sujet l'implique aussi. On va commencer avec un podcast qui s'appelle Design Masterclass. Donc c'est un podcast francophone qui aborde les pratiques actuelles du design. Chaque épisode en fait en explore les enjeux. Ces enjeux qui impactent quotidiennement le travail des designers, mais aussi des usagers. Et moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce podcast, c'est que chaque thématique est traitée avec un angle critique qui est vraiment au cœur des préoccupations des usagers, à savoir, pour que ce soit plus clair, tout ce qui est notion d'éthique, d'inclusion, de diversité, etc. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et en fait, dans chacun des épisodes, la notion de design de service et de
de l'usager est un peu un fil rouge. C'est pour ça que ça me semblait intéressant. Chaque épisode dure entre 30 minutes et 1h30. Ça dépend du sujet. Dépend. En fait, chaque épisode peut prendre une forme différente. Le premier, celui dont je vais vous parler, par exemple, c'est une conférence, une réflexion ouverte en public. Mais il y en a d'autres où l'idée, c'est que selon la thématique, ils invitent des experts peut-être pas, mais en tout cas des acteurs et des professionnels en lien avec la thématique. Tout est tout est chapitré, c'est un peu scripté, ce qui fait que c'est très clair. Et en fait, à chaque épisode, on retrouve un sommaire qui nous permet, quand on essaie de s'y pencher, de voir un petit peu où on va. Et selon la thématique, des fois, c'est utile, et notamment quand on est professionnel et freelance, je pense qu'on a tous des vies ultra remplies, et quand on sait où on va, c'est pas mal. Donc, le premier épisode dont je voulais vous parler, il s'appelle User Research, recruter, animer, co-construire. Donc, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est une des étapes du design de service qui consiste à récolter l'information auprès des usagers. J'ai bien dit ça, j'ai pas dit. Tout à fait, c'est parfait. Et donc, en fait, dans cet épisode, ils abordent les enjeux principaux de cette étape-là. Donc, pourquoi et à quel moment, intégrer la recherche utilisateur dans le développement d'un produit, comment cibler les utilisateurs, comment obtenir des retours pertinents, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on a traité tout à l'heure. Là, on parle pas forcément que de design de service dans ce podcast, mais c'est aussi en ça que je le trouvais intéressant, c'est qu'en fait, la notion de recherche utilisateur et de récolter de l'info, récolter du feedback, comme on appelle ça, en fait, c'est aussi important. Feedback, parce qu'on sait jamais. Enfin, feedback, c'est les retours de la part des personnes. Je préfère tout traduire. Des données, quoi. Ouais, voilà. Et puis justement, ça me permet de faire une toute petite aparté. Dans cet épisode-là, il y a beaucoup d'anglicismes parce que en fait, dans le design, il y a énormément d'anglicismes, et de plus en plus, les designers sont. En France, on trouve beaucoup d'entreprises où en fait les designers sont pas français, et inversement, à l'étranger, on va trouver des designers français, etc. Donc en fait, il y a de plus en plus d'anglicismes. Donc quand on n'est pas du milieu, ça peut un peu faire tiquer, mais le vocabulaire reste quand même compréhensible. Et en fait, c'est aussi important d'intégrer ce vocabulaire-là. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Ça aborde vraiment tous ces enjeux-là. De mémoire, là, dans les invités, c'est vraiment des gens de l'équipe recherche utilisateur. Okay. Donc vraiment ce que tu parlais tout à l'heure. C'est pas des designers en soi, c'est pas des développeurs. C'est vraiment les personnes qui vont au contact des usagers. Donc ils expliquent plein de méthodes, notamment la guérilla sauvage. Donc, je vous laisserai découvrir à l'écoute ce que c'est, parce que moi, le terme au début, j'étais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça me dit rien. Se mettre sur la guerre. Voilà. Pas du tout. Encore une fois, personne n'a été lésé dans cette, là-dedans. C'est dans une gare, non? Non, ils parlent des cafés, notamment, donc, ils vont rencontrer des gens. Et donc, oui, pour les invités, il y a notamment des personnes de chez Uber, de chez Hitch et de chez Dailymotion. Donc vraiment en soi pas du tout du design de service. Si en soi on en retrouve un peu partout, notamment sur Dailymotion. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est assez diversifié. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, et peut-être dans un épisode qui va être encore plus en lien avec ton travail à toi, Manon, c'est l'épisode 17 qui parle de design de service public et qui justement l'aborde sous l'angle de l'innovation ou de la transformation. Ah, donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est drôle. Non, mais je trépignais d'impatience de pouvoir rebondir sur les. Mais alors, c'est ou et? Est-ce que le et peut être innové et transformé? Ça peut être un et parce que ça. Je pense que l'un peut aller sans l'autre et l'un peut aller avec l'autre. Et c'est quand j'ai vu le titre, je me suis dit incroyable quand même. On arrive à un timing là. Vous voyez à l'écran. Mais t'étais dans le futur en fait. J'étais une designer du futur. Magnifique. C'est ça. Et il y a un épisode bonus lié à cette thématique, c'est design de service public, l'évolution des pratiques. Donc on a vraiment le spectre complet de ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, cet épisode-là aborde les problématiques éthiques liées au design de service public et dont les productions sont censées être centrées vraiment sur l'utilisateur. Donc voilà, un podcast qui peut être un peu complexe à aborder en premier abord, mais qui est suffisamment bien construit
pour il reste accessible. Donc, en gros, c'est un peu si vous voulez aller plus loin. Oui, mais en fait c'est ça. L'idée de cette chronique, c'est vraiment un peu aller plus loin, comprendre, se saisir des outils, écouter d'autres acteurs du design de service. Et donc voilà, ça c'est une entrée en matière. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de seulement écouter, mais qui veulent pratiquer, je vais vous parler de la Biennale du design de Saint-Étienne, qui bat son plein en ce moment. Je suppose qu'ici vous connaissez, puisqu'elle est pas très loin de Lyon. Je n'ai jamais à Saint-Étienne, hein, quand même. Non, mais il y a des trains. Et tout. Non, mais il y a des trains. Alors, il y a des trains et c'est toutes les heures, je crois. Donc ceux-là, en principe, ils sont pas trop à l'heure. Je vais vous mettre à l'écran le visuel de cette année, voilà, qu'on aime ou pas. Ouais, on pourrait en parler. On pourrait en parler pendant une heure aussi, je pense. On pourrait parler de l'utilisation du site aussi. Encore une fois, nous n'avons exactement. Mais donc du coup, la Biennale de cette année, c'est la 12e édition. Donc c'est le titre exact, c'est Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Et donc, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est depuis 1998. Attention. Ah ouais, c'est si vieux que ça. C'est si vieux que ça. Et c'est un événement culturel majeur en France et en Europe. Attention. Je te coupe 2 secondes, mais on m'a dit dans le chat une édition qui rattrape les précédentes en termes de qualité des contenus. Tu vois, je ne suis pas encore allée, donc on devait. Il me semble qu'on doit y aller. On doit y aller. Oui. On doit y aller. Ça m'en sous peu. C'est ça. On verra après la mi-juin, parce que jusque-là, je vous avoue que moi, ça va être compliqué. Donc, pour en revenir à la Biennale, c'est, comme son nom l'indique, un événement qui prend place tous les 2 ans et qui va accueillir designers, chercheurs, acteurs économiques, intellectuels, étudiants, amateurs d'art et curieux. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde pour questionner en fait la pratique du design et en expérimenter ses méthodes. Donc, l'idée de vous parler de la Biennale de cette année, c'est parce qu'en fait, il propose un espace spécifique cette année qui s'appelle le Carrefour des expériences. Donc, c'est un espace de rencontre entre designers et utilisateurs. Et en fait, en tant que visiteur, vous pouvez y trouver ce qu'ils appellent les labos. En fait, vous allez pouvoir y découvrir des prototypes d'objets de design en cours de développement, interagir avec et donner votre avis dessus. Donc, on aime bien le côté expérientiel et bêta-test. En fait, l'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir du feedback, de vraiment tester les prototypes et directement auprès d'utilisateurs et qui, pour le coup, vont être très diversifiés, que ce soit des professionnels du métier ou des curieux, comme ils le disent. Et ça va leur permettre donc de récolter une première expérience utilisateur qui est crucial pour le développement d'un produit, qui soit de service ou non. Pour le coup, là, on parle un peu plus de design au global. Puis voilà, enfin, je sais pas vous, mais moi, en tant que être humain, j'aime bien. Enfin voilà, je trouve ça toujours rigolo de pouvoir tester en amont, en avant-première. On se sent toujours un peu privilégié, où il y a un côté un peu sympa. Donc pour ce qui est des infos pratiques, vous ne les avez pas du tout à l'écran, donc je vais vous les dire. Donc fait intéressant, c'est gratuit à partir du moment où vous avez payé votre entrée à la Biennale. C'est accessible sur toute la durée de la Biennale, donc du 6 avril au 31 juillet. Et après, si vous voulez aller plus loin sur les infos, les accès, etc., vous allez pouvoir tout trouver sur le site de la Biennale. Ça, on le trouve assez facilement, toutes les infos pratiques. Je laisserai mes modératrices mettre le lien du site. Elles sont si rapides et, exactement. Et efficaces. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, d'autant plus avec le retour qu'on a eu dans le chat. Enfin, c'est quelque chose que j'ai bien envie d'aller voir quand. Carrément. Quand on. Ouais. Et t'as ce côté-là, labo, où effectivement c'est le test d'un service ou d'une solution, et t'as le côté qu'ils appellent atelier ouvert. Et j'y étais justement hier, où en fait c'est comment tu arrives, toi, que tu sois expert ou non de la thématique, à participer à un atelier. On parlait de comment on participe aux ateliers. Et ben là, hier, tu avais une question sur les personnes âgées et l'habitat. Et le but, c'était de te mettre dans des situations où tu avais des scénarios, justement, de personnes, des contextes, etc. Et tu participais vraiment à un atelier en découvrant toute cette méthodologie. Et c'est assez chouette, en fait, même pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Ça te permet d'avoir
d'humaniser un peu le processus, quoi. Oui, bah, complètement. Puis c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça replace vraiment l'utilisateur au centre, et on est dans une co-construction, dans une co-réflexion, et complètement. Et c'est ultra intéressant en fait de pas être tout seul dans son coin. Donc ça c'était pour la biennale. Ensuite je vais vous parler davantage d'outils vraiment. Enfin on était déjà dans une forme d'outils, mais là on va être vraiment dans des outils plutôt à destination des designers. Et je vais vous parler d'un livre que vous voyez cette fois-ci à l'écran. Donc c'est l'expérience client pratique du design de service à l'accompagnement au changement. Je vous avais parlé de mon amour des livres, voilà. On a toujours un livre présent. Donc, il a été paru aux éditions Erol en 2019. Et il a vraiment été pensé comme un guide à usage des designers et des entreprises. Donc, encore une fois, on est pas forcément sur du design de service purement parlant, mais c'est toujours cette idée de replacer enfin bon là on parle du client, mais on pourrait dire usager en soi, ce serait un peu pareil. C'est l'idée de le replacer au centre, le mettre au centre de sa réflexion de développement de produits ou de services. Donc il a été écrit par Laurence Baudy et Sylvie Daumal, que je connaissais pas mais qui apparemment sont des références dans le milieu. Et du coup dans le livre vous trouvez une méthodologie qui est décomposée en 4 temps. Vous avez 41 outils et méthodes et 7 cas d'études. Donc c'est assez complet pour pouvoir comprendre la méthodologie et pouvoir l'appliquer, enfin l'intégrer dans vos développements. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, en fait, sur le site des éditions Erol, vous avez les premières pages du livre. Vous avez tout le sommaire, l'introduction et l'avant-propos. Ce qui permet de bien comprendre, parce que acheter des livres, outils, c'est très bien, mais c'est toujours un coût. Et puis on se retrouve des fois avec des bibliothèques énormes. C'est un bon truc pour déjà te mettre dedans et voir si tu sens que ça va te... Ça a l'air propre, là, quand même. Ça a l'air... ça me plaît, moi. J'ai regardé un peu les premières pages. J'ai envie d'acheter, franchement. On a vu que le livre est organisé un peu par outils, méthodes, etc. On a tout le détail des bien outils. organisé, Blandine, elle aime bien ça. Même l'organisation, tout à fait. Ça va partir en achat, là. C'est ça. Bah, le titre est déjà très accrocheur, franchement. Oui, non, mais je trouvais que c'était vraiment bien pensé, et voilà, on sait à quoi on va s'attendre avec la possibilité d'accéder aux premières pages. Donc, voilà, je trouve que c'est pour les designers vraiment chouette de pouvoir avoir accès à ça. Et j'en profite, rien à voir, mais aller dans les bibliothèques, parce que en fait, ce genre de livre est disponible. Alors dans les grandes bibliothèques, forcément, si vous habitez dans une toute petite ville, il y sera pas forcément. Mais par exemple, pour la ville de Lyon, il y était. Donc j'ai pas pu le consulter parce qu'il était en emprunt, mais il y était. Donc ça peut être pas mal quand on est dans une logique de formation et pas forcément juste d'avoir le bouquin chez soi. Moi, je trouve que c'est chouette. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment s'approprier la méthode pour les designers, mais pour les usagers aussi. Ça permet je disais que c'était vraiment à destination des designers, mais je trouve qu'en tant qu'usager ou intéressé, c'est pas mal aussi de pouvoir lire ce genre de choses, même si on va pas être dans une logique d'acquisition de compétences, au moins pour comprendre la méthode, et ça nous remet encore plus qu'acteurs, et ça permet de se ressaisir des choses et d'être dans une co-construction, co-pensée. Je pense que c'est quand même plus pour les designers. Ça se sent quand même que... Dans la construction, il est vraiment... il est pensé pour, de toute façon. Il est destiné à ça. Mais je pense qu'en tant que curieux, tu peux quand même au moins le feuilleter. Ouais. J'ai une question, je sais pas si je peux. Vas-y, Non, c'est ma chronique. En fait, je me pose une question, c'est quoi la différence entre l'expérience client et l'expérience utilisateur? Enfin, du coup, souvent on parle des deux, mais on mélange tout. Et j'avoue, est-ce que du coup un client est forcément utilisateur? On est d'accord, mais est-ce qu'un utilisateur est forcément client franchement, moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Du coup, en fait, c'est que l'expérience client, t'as quand même la finalité, c'est l'achat. Ouais. Tu vois, c'est par exemple, tu vas avoir un service numérique, comment tu fais en sorte, tu parlais d'Uber, comment t'es sûr que ta course à la fin elle est faite parce que c'est simple. Là où l'expérience utilisateur, t'es pas forcément sur de l'achat, et comme tu le disais tout à l'heure sur le service public, quand tu vas à la CAF, ils ont rien à te vendre en fait. C'est comment tu accompagnes un processus simplement. Ok, merci. Enfin, je pense mieux. Non.
Mais ça me paraît pas mal. Oui, non, mais la nuance peut paraître faible, mais en fait, elle est quand même conséquente, quoi, pour le coup. Non, mais moi, par contre, je me demandais, Manon, si toi, t'avais peut-être d'autres ouvrages comme ça. Est-ce que c'est le genre d'outil que vous utilisez au quotidien dans ton métier? Ouais, bah moi j'aime bien faire ma veille. Après, souvent, il y a un outil super bien. En gros, c'est une boîte à outils qu'a créé le gouvernement et la DINUM, qui s'appelle Comment faire, il me semble. Et en gros, c'est plein d'outils pour les différentes étapes dont on parlait tout à l'heure. Comment observer. T'as des exemples de questionnaires, t'as des exemples de questions à poser précises, des exemples pour des ateliers, etc. Et elle est vraiment bien foutue. Bon, ils ont changé récemment. Pareil, leur interface, et je trouve qu'elle est moins efficiente que la dernière, mais ça a le mérite d'être là. T'as aussi des collectivités qui intègrent des designers qui créent des ressources libres. Je pense à la Bretagne qui a un lab qui s'appelle le T-Lab, pour le côté breton, qui a une boîte à outils pareil pour accompagner tout ça. Et après, moi, l'inspiration que je trouve, même au-delà des livres, c'est regarder ce que font les professionnels autour de soi et jamais s'arrêter sur les habitudes qu'on peut prendre. Et je pense que tu as des agences vraiment à Paris qui est vraiment sur les sur les politiques publiques, où tu as 2 degrés à Bordeaux qui est sur comment tu fais participer les gens. Avec des systèmes qui sont hyper cool, où en fait ils font de la cartographie participative pour raconter par exemple des quartiers autrement et avoir des récits un peu de vie un peu exemplarifiés. Donc ça, moi, c'est des références, on va dire, que je conseille je connaissais de regarder. pas l'agence à Bordeaux. Elle est géniale, et en fait ils interviennent dans plusieurs villes. Et ils font des livrets qu'ils appellent Safari, où en fait... mais si. Tu j'en vois, ai un en plus. Et il y en a un pour Saint-Étienne, d'ailleurs, si jamais. Il y en a pas pour Lyon, mais il y a pour Saint-Étienne, il y a pour Nantes. En Comment fait, ils sont spécialisés aussi dans les villes moyennes. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de participation dans les villes où on dit c'est ni des petites villes, ni des grandes villes, et où c'est assez dur à cartographier, parce que souvent, c'est des villes qui sont pas hyper sexy, désolée pour les Stéphanois, mais où en fait tu arrives à raconter ça autrement. Et en fait c'est un jeu, tu as des questions, et selon les choix que tu fais, tu vas dans des pages précises et ça te fait des recommandations en termes de commerce, en termes d'usage. C'est rigolo, ce bouquin. J'adore De Degré, je voue un amour inconditionnel pour cette agence, mais c'est des bouquins super cool à avoir. Bah, tu vois, je connaissais les livres parce que forcément ils étaient vendus partout à Bordeaux, mais j'avais pas poussé plus loin, et du coup je connaissais pas l'agence derrière. Ouais, et franchement, je conseille pour toutes les personnes qui s'intéressent un peu au design de service, parce que là, ça ouvre vraiment des champs aussi sur l'urbanisme, comment tu penses la ville, comment tu fais participer les gens. Enfin, c'est vraiment top. Ok. Dans le chat, on nous dit que la 27e région a des ressources intéressantes aussi. Et carrément, oui, j'avoue que c'est un peu comme vraiment la 27e région, c'est ils sont hyper précurseurs sur cette question du design de service. Et eux, pour le coup, ils vont même plus loin, parce qu'ils accompagnent en fait des territoires à avoir des designers. Enfin, j'ai une amie qui est designer à Clermont, et je sais que c'est vraiment la 27e qui a accompagné Clermont à se dire pourquoi vous avez besoin d'un designer, qu'est-ce que vous lui faites faire et qu'est-ce que ça peut changer. Donc ils ont un gros rôle aussi de vulgarisation qui est vraiment cool. Trop bien. Cool. On va enchaîner sur la dernière. Ouais. Rien, j'ai le temps tourne. ou T'as le temps. Ouais, ok. On vous a préparé un petit jeu juste après. Oui, je ne voudrais pas qu'on loupe le jeu. Je ne voudrais pas empiéter sur le jeu. Non, mais du coup, on va aller assez rapidement. Mais tu vois, tu parlais d'outils en ligne. Justement, j'avais dégoté un petit site qui s'appelle Service Design Tools. Donc, je sais pas si tu le connaissais, mais c'est le même principe que ce dont tu me parlais. Sauf qu'il est en anglais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la barrière de l'anglais qui fait que directement, c'est pas la chose vers laquelle je vais me tourner, mais il y en a pas mal comme ça. T'as IDEO aussi, si je me trompe pas, où t'as pas mal de méthodos en ligne. Du coup, je voulais ouvert ici, et donc je voulais vous présenter ce site donc très rapidement. Et en fait, vous allez trouver, comme disait Manon, plein d'outils, de méthodologies qui vont vous aider dans le développement de votre design de service. Moi, j'avoue que j'aimais bien parce que j'ai beaucoup aimé le graphisme du site. Je suis très sensible à ça, forcément. Ok, sexy. Ça joue beaucoup. En fait, je l'ai trouvé même s'il est en anglais, encore une fois, moi,
bille pas un mot en anglais. donc vraiment, voilà. Tu vas rassurer le chat. non, mais vraiment, nul total. Mais enfin, il reste très accessible. Il est ultra guidé. En fait, vous avez différentes questions qui vous aident. Enfin, le site est organisé de façon à vous orienter vers le bon outil. Ouais. Donc, avec des entrées par problématique, donc à quelle étape de votre projet vous êtes ici. Donc je sais pas si vous voyez la flèche à l'écran, mais vous avez ici le when, donc c'est quand, donc à qui, je mixe les deux langues, à qui s'adresse le service, pourquoi, comment, etc. Et en ça, je le trouvais super bien fait, hyper intuitif et ludique en fait. Comme pour une des autres recos que t'as fait, il est en open source, donc c'est-à-dire qu'il est libre de droit. En gros, c'est gratuit. Voilà. Donc en ça, je trouve ça chouette parce que du coup, c'est hyper accessible et notamment pour les étudiants, ça permet de rendre des outils qui peuvent des fois être inaccessibles à des étudiants, alors que c'est quand on se forme qu'on a besoin de comprendre, d'avoir ce genre de choses à disposition. Donc voilà, je vous en dis pas trop plus parce que je vous laisse aussi la découverte du site qui est vraiment très beau. C'est trop bien. Et ouais, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il est stylé. Donc n'hésitez pas, je sais pas si dans le chat vous allez utiliser ce genre d'outils, mais moi je sais que je vais y aller voir plus. Je pense que je vais aller checker ça. Ouais, ça a l'air sexy. Ça me parle bien. Ouais, entre ça et tout ce que tu as cité Manon, je pense que là il y a pas mal d'outils pour on va tous s'y mettre. Et puis je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est hyper cool d'avoir ce type de ressources parce que petit aparté, mais aujourd'hui design de service, t'as pas de formation, ou alors dites-moi si je me trompe, mais il y a pas c'est pas enseigné par exemple quand on voit les écoles d'art appliqué, on a le design de produit, le design d'espace, le design graphique et le design de mode, et en fait il y a pas de design de service, alors qu'en fait c'est ce qui est global, ce qui est sur l'usage. À l'époque, je parle comme une personne ancienne, alors que voilà, mais à l'époque, il y avait un peu de design global, mais qui était plutôt sur la question environnementale. Enfin, comment on prend en compte l'environnement. Je crois que ça évolue un peu parce que dans mon dernier boulot, on a une stagiaire qui était dans une formation de design global et évidemment, il y avait la notion de l'environnement, mais tu vois, elle m'a aussi parlé du UX design pour le coup. Ouais. Et de ce qu'elle m'a décrit de son. Selon les écoles, c'est pas pareil. Mais oui, non, mais après. Je vois Blandine qui me regarde, mais parce que oui, j'ai fait un master en design global. Ouais, il me semblait aussi. L'environnement n'existait pas. Ah ouais, mais en fait, c'est très. J'ai lu ton curriculum, après, je sais tout. Après, c'est aussi le principe de l'émission, c'est de pouvoir vous faire découvrir ce genre de choses. Donc, si vous êtes étudiant ou vous êtes même avant vos études, c'est de vous faire découvrir que ces métiers-là, ils existent. Et c'est vrai qu'ils sont un peu trop invisibilisés, donc. Voilà, c'est aussi mon combat. Mais est-ce que c'est pas justement parce que c'est en train de vraiment s'implanter que derrière il va y avoir aussi peut-être des études qui vont aller avec. Je pense que ça arrivera. Si, moi j'ai l'impression que c'est en train d'émerger et ça arrive avec les nouvelles générations. Je pense que ça émerge et ça bouge parce que tu vois, mon projet de diplôme, moi, c'était, je sais pas, il y a 5 ans, 6 ans. Et quand j'ai ramené la question vraiment du service dans l'espace, on m'a regardé en me disant non mais ça va pas, ce n'est pas ça. Fais de l'architecture d'intérieur. Et je disais non. Enfin, du coup j'ai bossé autour du logement social. Je leur disais mais il y a des grosses problématiques. Enfin c'est pas juste parce que tu mets un hébergement que la personne est contente. Il y a beaucoup de choses à faire sur comment tu rassures les personnes, quel lien avec l'accueil, etc. Et c'était pas hyper bien pris, ce qui a fait que moi je l'ai un peu fait en autonomie. Mais je sais que aujourd'hui ils pensent à intégrer vraiment la question de l'usage et avoir un diplôme spécifique là-dedans, parce qu'en fait de plus en plus de designers sont engagés et veulent répondre à des problématiques sociales et environnementales, quoi. Puis c'est fou que tu parlais tout à l'heure du fait que dans des entreprises ou des agences de design, il y ait des équipes dédiées au design de service, mais qu'il n'y ait pas de formation pour ça. C'est il y a un métier qui existe, mais pas la formation. C'est ça. En plus, c'est que petit à petit, je pense que les designers sont arrivés dans les entreprises, mais au début, c'était pas créer une direction design de service. J'arrive à le placer, et là c'est une private joke, mais je dis souvent qu'à Métropole, je suis la directrice du design du pôle dans lequel je suis, mais parce qu'en fait, je suis toute seule. Et du coup, c'est juste ça, c'est qu'au début, ils ont pas forcément l'envie d'intégrer une équipe dédiée aux designers, mais tu vois, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ils arrivent et ça se bouleverse. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur la formation, à mon sens. Ça va venir, je pense. J'espère. Mesdames,
Il est l'heure. Il est l'heure du jeu. Ah, j'espère que vous êtes prêts dans le chat. Je te laisse ouvrir la petite partie jeu et puis on va lancer le jingle. Est-ce que je J'espère sors que vous les êtes prêts. petites, Vous pouvez sortir, vous avez des ardoises. Parce que cette semaine, on a vu en grand. J'ai prévu des ardoises. Là, comment ça se fait Vous en avez une chacune, il y en a une en plus. T'en as une deuxième pour mettre 2 idées. Je la Je peux tricher, on sait jamais. C'est ça. Voilà, vous pouvez tricher. C'est ça, tu sors la bonne. Vous savez, si jamais quelqu'un triche, c'est moi. Alors attendez, je bouge 2 petites minutes la caméra, ne bougez pas. J'arrive. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Je suis ready. Ok. J'ai la pression. Mesdames, êtes-vous prêtes? Trop la presse, moi. Alors c'est un jeu qui m'a été soufflé par mon ami Denis de Graphismap, donc merci à lui. Si ma super modératrice peut mettre le lien de sa chaîne YouTube, ce serait top. Et je vous invite à aller voir son travail. Donc il a une chaîne YouTube sur le graphisme et la création, et il a aussi un podcast sur la vie de freelance, d'entrepreneur, qui est ultra intéressant. Et je ne dis pas ça juste parce que Blandine et moi avons fait partie des épisodes, mais c'est vraiment intéressant. Donc je vous invite à aller voir ça. Le jeu s'appelle Devine le logo. Ça va se faire en 3 manches, mesdames, messieurs. La première manche, non, deux petites secondes. Mais je suis dans les sorties. La de bloc, là. première manche, c'est 1 point par bonne réponse. Il n'y a pas de timing. Vous allez écrire les réponses sur vos ardoises. Vous allez avoir une image sans le nom de la marque et vous allez devoir trouver quelle est cette marque. Donc vous mettez sur l'ardoise, vous montrez et ça fera 1 point par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Oui. Par contre, faut être indulgente avec moi parce que je suis accompagnée de 2 designers graphiques. Non, donc, mais ça veut rien dire, T'inquiète. aidez-moi. Je peux pas te dire que les gens sont indulgents parce que quand on parle de jeu, là, ça devient, c'est le démon qui sort de chaque personne. Non, là, les gens sont vraiment des trolls. Hein. Allez, c'est parti pour le premier. Ah, Ok. Oh, c'est allé vite. C'est allé très très vite. Ça va. Est-ce que tout le monde l'a? Ouais, je crois. Ok. Ouais. J'espère. Allez-y. j'espère aussi. J'ai écrit tout petit par contre. Bic chez tout le monde. Ok, mais la réponse. Wow. Alright. Et c'est 1 point pour Magnifique. tout le monde. Bravo. Ah, tu nous accordes. T'es indulgente quand même. Hein. Tout le monde l'avait dans le chat aussi. Bravo. Quelqu'un compte les points, j'espère. Parce que là, on est très. Je vais laisser ma modératrice compter. Attention. Non, en vrai, je vais le faire. Je vais essayer de le faire de toute façon. Je vous laisse passer à la deuxième du coup. Plus technique. Ah, j'ai un. Ouh, il y a de la réflexion. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Je crois que je l'ai. Je me suis trompée. Il y en a qui l'ont dans le chat. Ouais, moi aussi. Mais là, c'est honteux si je me trompe. 2 bonnes mais, réponses dans le chat. Je vous laisse montrer vos réponses. Oui, bravo. Enfin, Félicitations. J'avais un gros doute avec Canon. Moi aussi. Et je me dis, il y a du jaune. Mais, On parlait tout à l'heure du logo de Orange qui était un carré orange. Ben, Nikon, c'était un carré jaune. Ah, c'était donc ça le carré de couleur dont tu parlais Exactement. tout à l'heure. Ok. Vas-y. Oui. Oui, il y a la réponse à chaque fois. Ah oui. Oh, petit. Celui-là, il est facile. Je Le vous l'ai cochon. donné. Le cochon qui danse. Attendez. C'est allé d'une extrême vitesse dans le chat. Mais j'ai peur qu'il y ait une. J'ai un doute quand même. Oui, mais. Il y a une légère subtilité, Ah bon mais je vous compterai le point, même si je crois Oui, savoir parce de que- quel. Attends, ça se trouve, je me gourre en fait. Ouais, vous me faites peur. Allez-y, montrez vos réponses. Vous avez toutes bon. Ok. C'est bon. Ouais, parce que il y a un truc avec le papillon, il y a pas. J'ai enlevé le papillon exprès. Oui, pardon. Je balance des trucs comme ça, mais. Live Messenger, la bonne époque, les whiz. Tout à fait. Ah putain. C'était bien les whiz. Ah mais oui, mais parce que C'était avec le longtemps. nom. Ça faisait J'adorais tout, les ouais. whiz. Ça, il faudrait le remettre. Et le tu vois. bisou, Ouais. là, Le petit bisou. le gros, oui, enfin petit. Ouais. Désolée pour cette Le ASMR. bisou un peu intrusif. T'avais pas le truc qui faisait toc toc aussi? Mais si. Si, t'avais, mais il y avait 1000 trucs. Et t'as le cochon dansait, qui justement. danse. Mais il y a Et moyen t'as de le réinstaller respect. ce truc, enfin genre de revivre. Ah, ça doit... sur YouTube, tu dois pouvoir Sur trouver YouTube, les ils y trucs. sont, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas T'as pareil. pas l'immersion de ton écran qui toque. quoi. Faudrait faire un épisode MSN, tu vois. Avec des interactions. Peut-être qu'on fera. On y Vas-y va pour le suite, ouais. Il est technique celui-ci. Ah, je Il vais est faire. très technique. Est-ce que vous l'avez dans le chat celui-là? Ah, c'est pas. Comment on appelle? Ah oui. La vitre cassée. Je crois que j'ai mis Et un c'est- truc et qui a tout est rien à envoyé. voir. J'ai un doute, mais. Attends, Des gens ont trouvé. Vous l'avez dans le chat. Ouais. Ils l'ont tous? Ils l'ont tous. Ok, j'ai honte. Attention, pas de triche. On y va? Allez-y.
Tic-tac menthe, on est sur la subtilité chez Ator. Il est vert. Ouais. Charmentol. C'est vrai que c'est le menthe, mais c'est le logo global. J'avais un peu regardé. Ah, d'accord. Mais bravo, j'aime beaucoup. Ah, c'était quand même, celui-là, il était un peu plus dur que les autres, je tiens à le dire. Ouais, il y avait du challenge là. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième manche. Ok. T'as une petite image avant, t'inquiète. d'accord. Tu peux y aller tranquille. Hop. Deuxième manche, je vais vous le décrire. Donc, ça sera que de l'oral. Et pareil, vous pourrez noter du coup sur vos ardoises. Donc, pareil, dans le chat, je vais décrire. Essayez de trouver. Oh putain. Le premier. Vous allez dessiner un grand cercle. Et dans ce grand cercle, un petit cercle. Un peu plus gros le cercle. Merde. Celui qui est au milieu. Non, j'ai Attends. Ça, déjà, un faut grand le cercle passer. avec un cercle un peu plus petit. Ah. Pas un petit, un cercle Et un qui peu est plus centré petit. ou pas centré? Centré. Et ce cercle est divisé en 4 parties égales. Donc vous faites une croix dans votre cercle. Ok. Vous allez croix dans le prendre cercle Une croix dans le cercle? une croix dans le cercle. Ouais. Ah oui, ça va séparer ça en fait des 4. quartiers de fromage, quoi. Voilà, ça fait des quartiers de fromage. Ok. Ok, d'accord. Quelqu'un a déjà trouvé dans le chat. C'est Moi, je incroyable. crois avoir trouvé, mais je suis pas sûre. Et vous allez je colorer Ouais. les 2 écarts qui sont opposés. Ah non, pas du Non, ouais, tout. j'ai pas. Hein. L'écart intérieur, Alors, du coup? si, ça me dit quelque chose. Ouais. Mais... Il est connu, genre, un peu, quand même? C'est très connu. Ok. Une seule personne a trouvé dans le chat et du coup après. On peut forcément- avoir un indice, s'il vous plaît? Putain, mais si... Attends. C'est dans le secteur Pardon. automobile. Ah, Là, putain. c'est un très très gros indice. Ah ouais, mais je suis hyper nulle en truc de voiture. Ah Je l'ai pas. Est-ce que ça... Je crois que je vais Est-ce dire que c'est n'importe court quoi, putain. C'est très court. Ok. Attends, peut-être. Je suis pas sûre. Alors Je vais me peut-être faire, 2 points par bonne réponse. Il y a cette 2 fois. couleurs ou pas, seulement? Il y a 2 couleurs seulement. Ok. c'est pas, je Qui sais sont pas. une couleur qui est une non-couleur. Exactement. D'accord. On peut faire pour que je gagne. Et en fait, Si tu veux, on peut tu faire veux, je ça. te donne la on peut faire réponse. ça. mais et je crois que j'ai tort en plus. Mais Moi, je sais vous pas, ça laisse se trouve, montrer c'est pas vos- ça, en fait. Hein. Pardon. Vous l'avez toutes. C'est bah. exactement ça. Ah bah, Alors le Blandine, logo, t'es le très vrai. loin. Je te laisse mettre du coup. Ah oui, merde. La réponse. Vous me connaissez, hein. Enfin non, vous ne savez pas, mais je suis très nulle pour refaire les logos. Moi, franchement, ça aurait pu être pire. J'ai fait écrire Volkswagen, hein. Attention. ouais, pareil. Et c'est technique les voitures en vrai. Ils sont ouais. ils Je ont tous connais des cercles. rien, en là, plus. les bagnoles, là. Pour le deuxième, vous allez dessiner un petit cercle blanc. Donc on le dessine pas du coup. Si. Ouais, si, bah, vous faites le contour, quoi. Mhm. Avec une moustache. Ah. Si. Ah, ouais, Et non, 2 mais- petits yeux. Et un petit de papillon rouge. Ouais, non, ça, je... Ah Ok. oui, mais alors attends. Mais par Pour contre, ceux qui ont suivi mon live plus tôt dans la Il est tout semaine, petit, enfin la semaine dernière, vous savez de quoi je parle. j'annonce, je Tout fais- le monde là dans le c'est chat. pas le vrai, hein. Tout le monde là. Absolument tout le monde. Alors j'ai peur. Je de sais pas faire comment ça une énorme s'écrit. erreur. Quelqu'un dit la mer noire. C'est ça. T'as mis bon, quoi? on y va. Ah oui, c'est bon. Tout le monde a mis Pringles. Bravo. Vous êtes Au à début, j'ai égalité, cru au bonhomme mesdames. Monopoly, mais comme il avait pas le chapeau. Vous êtes à égalité. En fait, c'est la Le moustache. prochain. Le prochain, il est technique. Oh pitié. Il est très technique. J'ai un peu peur que vous le trouviez pas. Bah, Mais je suis sûre que La vous allez le trouver. confiance en nous, là, c'est... Merci. Ah oui, j'ai pas mis, pardon. Alors, Ah ouais. pour le oui, prochain, t'as lu. vous allez dessiner un petit soleil avec beaucoup de branches, mais pas des branches très très grosses, des branches toutes petites, un Ah. tout petit soleil. mais genre beaucoup de branches. Ouais, pas mal, une dizaine. On dirait un Ah oui, non, j'en symbole. étais à 20 là déjà, donc attends. Ok. Ah oui, moi j'en ai Bah, fait. je vous avoue, je les ai pas comptés, mais bref, imaginez un petit soleil et en dessous de ce petit soleil, vous avez un panneau qui ressemble à un panneau de rue. C'est-à-dire que vous avez un rectangle bleu avec un petit contour derrière votre rectangle. Et il est de quelle forme ce panneau? Il est long? Il est rectangulaire et long. Et c'est là-dedans qu'il y a le nom de la marque. Et il a pas une flèche au bout? Il n'y a pas de flèche au bout. Je pense que ça va être très dur. Personne ne l'a dans The le chat. fuck, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas bien compris. Quelqu'un dit Orangina, ce n'est pas Orangina. Pensez soleil. Ah Une ouais marque solaire. Marcelaire. Le soleil, le sud. Ah Je vous donne des indices là, je vous donne des gros indices. Bah non. J'ai pas. Ça se boit. Je vais dire n'importe quoi. Ah, Ouais, moi peut-être. aussi, je pense pas que ce soit ça le logo. Ça se boit, pensez. Je sais pas comment ça Pensez s'écrit. au sud, mesdames. Ouais, c'est Le ça. sud. Attendez. Le. Mais c'est 51. T'as mis quoi? Une personne. Moi, j'ai mis. Il y a une personne qui vient de l'avoir dans le chat. Bah, je pense pas.
Je sais pas. 51. Une personne Pardon dans un petit verre à ballon. Bah, attendez, non, je change mon truc. Oh, la triche. Oh, elle triche. Elle a Bah triché non, sur j'ai moi. entendu ballon. Si tu mets ta réponse, je serais obligée de te mettre qu'un point sur les Ouais, deux. c'est pas grave. Non, mais j'ai pas regardé par contre. Mais non, un Attention. verre à ballon, c'est pas ça. C'est pas ça? Bah, C'est Ricard, Ah ouais. exactement. Mais Ah, ouais, Pastis Ricard, c'est pareil, non? Ah, donc, j'ai pas pompé, on est d'accord quand même. Normalement, c'est Ricard. Non, t'as pas pompé. Oh là là. Je donne les 2 points à Blandine quand même. Ah, merci, je te donne un point. Parce Un que point c'est et presque demi. la même chose. Allez, Ouais, un point et demi. Voilà. Franchement, c'est vrai que c'est. Ouais, je pense Par que contre, c'est t'as la tort, même t'as chose. À mon avis, 2 points. On a vu, on peut être à égalité. Et alors, le dernier. Le dernier, il s'annonce plutôt pas mal aussi. Est-ce que vous allez l'avoir dans le chat? Alors, ça va être compliqué. C'est écrit le nom de la marque. Donc, écrivez un truc au hasard. Ça va vous aider un petit peu. Sur la deuxième moitié de votre mot, vous allez faire au-dessus un cœur. Et sur ce petit cœur, il y a des petits rayons comme un petit soleil. Je vais vous donner un indice très rapidement. Donc je répète, c'est un mot avec un cœur et des petits rayonnements. Au niveau des couleurs, pour visualiser, le mot est bleu et le cœur est évidemment jaune puisque c'est un soleil. On est dans le domaine de l'enfance. Au nom de Dieu. Oh, attends. C'est Ah, une marque si. très connue Je l'ai. dans le domaine de l'enfance. Bon, je suis pas sûre, mais. Quelqu'un vient de l'avoir dans le chat. Je l'ai. Fais voir. Je suis sûre. Fais Ah, voir. j'y Il manque plus que Blandine. Ah non, moi je l'ai pas. Je crois. Attendez, Dans le domaine de l'enfance, mais pas du côté hyper positif de l'enfance. Non? Non, pas hyper positif Ah, de c'est pas l'enfance. positif, ok. Non, mais après, faut les arrêter. pubs le sont. Les pubs le sont. Mais c'est un truc qui te fait un peu chier quand t'as des gosses. Je pense. Ouais. Attendez, je mets pense ça. que- J'en sais rien. Je pense que ça doit vraiment te faire chier, ouais. C'est Apprendre au sens propre du terme, c'est ça? Ouais. Dans le sens propre du terme. Bravo. Vous avez tout trouvé. Putain, merci. Donc on est donc Caca. avec une très légère avance de Blandine. Manon en deuxième position et Hathor en troisième position, mais ça se joue à pas grand chose. Oui, c'est à cause du tropico. Je te laisserai avancer Ouais. du coup. Oui, parce que je. Tu vas juste sur la page d'après, juste après ça. Troisième manche, 3 points. Je vais vous donner 2 mots. Waouh. Vous pouvez poser vos ardoises. C'est à celle qui va répondre le plus vite. Faut lever la main. On bouge Vous les levez pas la micros. main, vous hurlez dans vos micros. Oh, pitié. Alors je suis désolée, dans le chat, Désolée, ça va il être, faut hurler, d'accord, ok. ça va être rapide dans le chat. Je sais pas si vous allez avoir le temps de jouer. Est-ce que vous êtes prête? Je sais pas. Tu peux poser ton stylo, hein, c'est vraiment que à l'oral. Jamais. Ah, c'est à l'oral. Là, c'est à Putain, l'oral. j'étais trop en Tu mode cries vas-y. la réponse. Waouh. Ok, est-ce que vous êtes prête? Ouais. 3, 2, 1. Oiseau bleu. Twitter. Je dois le donner C'est à Hathor. Hathor, hein. ouais. Peu de choses, mais C'est c'est pour Hathor. c'est combien de points du coup? Ouais, c'est 3. Attendez, je baisse le son de la 50. télé. C'est 3? Oui, c'est 3 points. C'est un oiseau bleu. Moi, je Mais fais bien le sûr. Ensuite, le deuxième, fantôme jaune. Snapchat. Ok, vous pouvez vous mettre 3 points parce que Non, vous elle a, l'avez elle a vraiment- commencé Ouais. avant. Ok. Ouais, ouais. Chris Manon. Est-ce que j'ai le droit de prendre 2 points? Elle a le droit de prendre 2 points. Quoi? Théoriquement, Mais attendez, ce genre de jeu, oh là. non, hein, Ah c'est non, le il y a premier qu'un et gagnant, après, c'est vrai. pour Voilà. Sinon, Mais on sinon, sera c'est pas fair. toutes, on sera toutes et tous. Je sais pas, j'ai gagnants. ça. Moi, je on gagne me dit dans le bon chat. bec, là. Faut dire les mots un par un, comme ça on cherche. Ah, genre fantôme. Ah, Alors, ouais, le- c'est pas bête. Le deuxième, il est très technique, il va être compliqué. Le premier mot, c'est fille. Il y a Fille. no way que vous l'aviez avec ça. Ouais. Donc là, je vais être obligée de dire le deuxième. Donc fille et couronne de fruits. Quoi? Pardon? Une fille avec une couronne de fruits. Tropicana. Je sais pas. Non, C'est un Joya? non. Une couronne de fruits. Je vois petit Marseillais dans le chat. Ce n'est pas ça. C'est quoi Quelqu'un a comme trouvé fruit dans le chat. Couronne de fruits. Il y a de tout. Il y a des bananes, des clémentines, pas mal de choses. Pulco. Non. Je suis vraiment dans le On jus est de dans fruits, quoi. l'alimentaire. C'est pas une boisson. Ça peut se boire, mais c'est pas une boisson. Sojacem? Ça peut se boire. Ça peut se boire et c'est... On me dit couronne de fruits plus fille, ça fait 4 mots chez moi. C'est mots ou groupe de mots qui vont ensemble. Oh ça là, va. ils sont Ouais, pointilleux. puis, Jouez pas sur les mots avec moi. Hein. On a besoin d'aide, là. Couronne des de branches, fruits Fille et couronne de fruits, ça se mange de la bouffe. au dessert. Des yaourts? Non. Pensez Bonne maman. Mais elle a pas de fruits. Elle a... Non. Non, mais on commence à se rapprocher. Danette. Non. Non. Je vais tout Pensez les faire. vraiment Hein. fruits. Fruits. Les paniers de la laitière. C'est pas Andros?
C'est Andros. Waouh. Ouais. Je vous laisse mettre le visuel. Je Vous vois allez même voir, pas ce que une c'est. fille avec, Ah ouais, d'accord. Mais incroyable. Oh putain, oui. Ah oui, oui, effectivement. L'aliment préféré des opérés des dents de sagesse, on me dit dans le chat. Moi, j'adore Il y a des mauvais perdants dans le chat, ils me disent tous couronne de fruits, ça fait 3 mots. Non, mais Oh là arrête. là. Ok, le dernier, vous devrez le trouver plus facilement que celui-là. On va commencer par le premier mot. Lion. L'animal. Ok. La marque Lion. Ok. Putain, comment ça s'appelle? J'adore vous voir réfléchir. Kellogg's Mais J'adore si, ça. mais en Côte fait. d'Or. Mais non. Non, C'est pas Kellogg's Côte d'Or. On Tout peut le monde dire dit Est-ce que c'est Peugeot. Kellogg's Mais Ce c'est n'est le pas truc de Peugeot. cinéma, là, avec le lion. Ce n'est pas Gaumont. Non? Je sais pas si Non, c'est je Gaumont, pensais pas à Gaumont. Je pensais, tu sais, quand tu regardes un film, au début, t'as un 21st lion qui Century, fait... là. Non. Ouais, c'est Ça ça. se mange chez Kellogg's? Non, Nestlé ça ne se mange pas. Ah, Personne ne l'a pour l'instant. Lion. Lion qui serait C'est un Le lion. deuxième mot, c'est couronne. Oh. Oh, c'est une marque de vêtements? C'est un Une marque festival, de voiture. genre, un Non. truc. Est-ce que c'est un festival, quelque chose? Non. Ok. C'est Imaginez pas, c'est un pas le petit logo lion. de la ville de Lyon, des fois. Non. Un petit lion avec une petite couronne. Un petit lion avec une petite couronne. Mais il a une crinière, ce petit lion? Il a une petite crinière, ce petit lion. Ah, mais c'est un petit lion ou... Enfin, c'est un lionceau ou c'est Ah, un lion? putain. C'est un lion parce qu'il a une crinière, mais Mais il est pas si grand que ça. non. Il est cute. Il est cute. Et on le connaît. On le connaît. Les gens commencent à voir de quoi il s'agit, même si vous n'avez pas donné la bonne réponse dans le chat. On n'est pas loin. Je crois que quelqu'un l'a. C'est pas de l'alimentaire. Quelqu'un l'a. C'est un pas jeu? alimentaire. Rolex? Non. Non, on n'est pas loin du jeu. C'est un... Ah, King jouet King, là, King jouet. Ah, King King jouet. Bien, Club. bien. Ah, Bravo King jouet. Blandine. Écoutez, les jouets, ça me connaît. C'était magnifique. C'était Ah ouais, non, magnifique. propre. Vous êtes allé à une vitesse. Je pensais que Incroyable. ce jeu allait prendre très longtemps. Et là, vous avez fini. On en fait une deuxième partie. On va pouvoir compter les points. Ah ouais. Euh, Ah, mais ouais. Mmh. C'est un Il grand fait lion, quand même. Il a pris de la drogue ou? Ouais. Il a les yeux très écarquillés. Non, mais on ce- dirait ce qu'il a lion. vraiment, genre, Ouais, il a un peu pris de la coco. En tout cas, bravo Nikita, tu l'as eu dans le chat. bien crispé, les yeux. Pardon, j'ai ruiné des enfances. Donc voilà, c'était le dernier. Je sais pas où on en est dans les points du coup. Je crois que c'était tight. Hein. Ouais, je crois que là, j'ai tout perdu sur la dernière manche. Mais on J'ai a tout peut-être gagné. équilibré à la fin, mais je suis pas sûre. Attendez, je vais vous dire. Là, ça fait 3. Et j'espère que vous avez aimé ce jeu. On va en refaire à chaque fois. On va changer un petit peu tous ces jeux-là. On va essayer de faire en sorte que ce soit la guerre à Qui chaque a fois. compté les points? Parce que C'est Moi, mon j'ai but. compté. Ah, là, Moi, je compte, je sais Moi, pas. j'ai 15. Toi, t'as 15. Oui. T'as compté les autres points? Ah ouais, je Moi, sais je pense pas. que j'ai 17. Moi, je pense que j'ai 30. Non, je pense que... Bon, écoutez, J'ai ça tout joue eu, entre sauf, vous t'as deux. tout. Twitter et Ouais, je pense que t'as vraiment tout Snapchat. Snapchat, ouais. En gros. Mm. Donc après, je sais pas combien ça fait. Bon, Et écoutez, c'était les c'était- plus petits points, donc à mon avis, tu... moi, je propose Je sais qu'on pas. donne le point à l'invité. À moins que quelqu'un ait compté Oh, mais dans le Manon, chat, elle peut mais je gagner. ne pense pas. Non, mais... L'important, c'est de participer, c'est pas de gagner. Exactement. Après, si vous insistez pour me le donner, n'hésitez pas. On te file la hein. couronne de c'est vrai King qu'on jouet. insiste beaucoup. Peut-être qu'un jour on fera une couronne Heliocast pour les gagnants des jeux. Merci, c'est parfait. Parfait. Ah, mais trop bien. Manon a 22 points à skip. 22. Je pense C'est que possible. la personne qui a compté C'est quelqu'un qui vient de ta part. me connaît. Le gagnant repart avec une compote. Je pense pas que... C'était quoi? C'était Ouais, mais 1, j'ai 1, largement moins de points que toi. Bah, Bref. Bon, écoutez, on va Non, dire bon, que tu es un. gagnante. Ouais, ouais. Merci, merci. Je suis en train de merci se à bastonner tous. sur les points là. hein. Merci à ma Moi, famille. j'ai rien compris. Comment ça se passait après? Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. On va faire un petit point, du coup, je refais mon petit speech là-dessus. Mais n'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas encore fait. Si vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Ça coûte pas grand-chose, mais moi, ça va me permettre derrière de développer cette émission, de faire venir des invités qui viennent d'un petit peu plus loin. Voilà, de développer tout ça parce qu'on vous promet plein de jolies choses. Je vois tous vos commentaires tout le temps dans le chat et ça fait ultra plaisir. N'hésitez pas à nous taguer aussi sur les réseaux, ça fait aussi vivre l'émission. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien comme en moins bien, ce qu'on peut améliorer. Voilà, c'est que la deuxième émission, donc on est hyper ouvert pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, on vous prévoit plein de choses. Et dernier petit mot, je recherche activement des sponsors pour cette émission. Donc, De l'argent, s'il vous quelqu'un plaît. qui connaît quelqu'un, pour que voilà, on sponsorise tout ça.
Et pour finir, je me présente un petit peu, je le fais toujours en fin d'émission, mais du coup, je suis Salomé. C'est vrai que je donne jamais mon nom, mais voilà, je m'appelle Salomé, je suis designer graphique, spécialisée en graphisme mural, et j'espère que cette émission vous plaît parce que ça me passionne. Je suis hyper contente de m'être lancée dans ce projet. Je suis hyper contente que des gens comme Manon, Hathor et Blandine me fassent confiance et se soient lancés dans cette aventure avec moi parce que c'est trop trop bien. Donc merci beaucoup d'avoir été là, merci de participer avec moi, c'est toujours top. Et écoutez, je vous laisse sur les petits mots que vous mettez, mais tout le monde dit que c'est la folie. Merci aux chroniqueurs, à l'invité. Oh là là, vous êtes trop cute. Donc merci beaucoup. Et puis je vais vous laisser sur le petit générique de fin. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt. La prochaine, vous pouvez noter dans vos agendas, c'est le 16 juin. Et je vous dirai très bientôt qui sera l'invité et quel sera le thème. On sera sur quelque chose de très visuel et on va faire des choses pendant le live. On va créer des choses pendant le live. Donc soyez là, ça va être top. Et on vous fait plein de bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.